Regardez les enregistrements de débats, souvent électriques, contradictoires ou adeptes. Je ne sais pas qui donne à l'eau. Je ne sais pas, ce monsieur-là. Que Dieu l'aide, que Dieu le protège. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans sa commune là-bas, mais vraiment bon. Il dit trop de choses et puis après, il faut que les gens la concrétisent ça pour qu'on dise que c'est lui qui a dit. Il dit qu'ils sont déjà dans les rues, il les attend. Bon, maintenant, quand les gens viennent casser les trucs des gens, c'est quoi tout ça là? Mais bon, je ne sais pas. Eh oh, ce pays-là, faut pas que j'ai dit des choses qui vont me rattraper demain. En tout cas, prions. Ça va aller. Merci. Je t'en prie, Charlène. Ben écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. Quand il y a un invité, les chroniqueurs, ils ont déjà un parti pris. Daouda et Élysée, ils ont déjà un parti pris. Ils sont peut-être du parti au pouvoir. Mais quand c'est comme ça, l'interview, elle est biaisée d'avance parce que je pense qu'ils ne posent pas les bonnes questions ou alors les réponses ne leur sied pas. Donc, ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Mais bon, en ce moment, c'est eux qui ont les médias, c'est eux qui ont la télévision. On n'a pas le choix, on va s'y faire. Hein. On va s'y faire. Alors, on va écouter Jack. Eh oh, pardon, une dernière chose. Dis-moi. Un sang, pardon, l'ambulance est en train de passer. Un sang, il faut me décrypter un jour, pardon. Te décrypter? Me décrypter un jour, parce que je l'entendais parler d'Arthur Banga, de il n'a qu'à me décrypter aussi. Ah, d'accord, ok. Je crois qu'il est en bas, il a entendu le truc. On va écouter monsieur Jack, Jack Kobi. Oui, bonjour. Bonsoir, monsieur. Eh oh. Oui. Je vais très bien, merci. Et toi? Ok, bon, oui, ça va. Bonjour aux autres panélistes, aux vaillants combattants. J'ai bien écouté ce que Vincent a dit aujourd'hui. Je pense que Vincent a parfaitement raison. Parce que une fois, je crois, lors des tribunes du PPACI, il avait même été ordonné à ce qu'il ne participe plus au débat. Je pense que ça a été dit par Dano Djedje. Et moi, je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui ce qui se fait encore. Hier, en début de semaine, il y a une lettre du président Gbagbo qui est sortie. Le gars est venu pour éclaircir, sinon élucider les différents points qui sont en rapport avec ce courrier-là. Mais le débat auquel nous avons assisté hier, sur Live TV, ça n'avait rien à voir, sinon c'était même pas en rapport avec le courrier. Ils sont juste venus pour faire et le procès de Fabrice Lagou et le procès de la gouvernance de 10 ans du président Gbagbo et le procès du PPACI. Alors à chaque fois, si on doit passer sur un plateau de télé, au lieu de débattre du thème qui est là, si c'est pour aller épiloguer sur d'autres raisons, mais ça sert à quoi? Nous, les Ivoiriens, nous savons ce qui s'est passé. On n'est pas né hier. On a vu ce qui s'est passé depuis 2000, lors de l'élection du président Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes contemporains de cette crise. Nous avons tous vu. Aujourd'hui, il nous avait dit qu'il n'était mêlé ni de près ni de loin à cette rébellion. Mais aujourd'hui, on voit. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Ce sont les rebelles qui travaillent avec eux. Ce sont eux qui ont promu tous les chefs rebelles, qui ont fait des préfets de région. Bon, si tu ne travailles pas avec quelqu'un, si la personne n'a pas collaboré avec toi, est-ce que tu vas t'occuper de sa promotion? On nous dit que non, par exemple, bon, à un moment, il faut quand même que les gens comprennent. Il faut quand même que le PPACI comprenne que cette histoire de débat contradictoire, de la même manière, sur les panels, les gens ont arrêté de faire ces débats contradictoires-là. Sinon, certains communicants du PPACI ont arrêté de faire des débats contradictoires sur TikTok. Il faudrait aussi que les communicants du PPACI arrêtent d'aller sur les chaînes de télé. Parce que quelque part, ça les discrédite. Ils vont aller dire des choses, demain, ils vont passer le temps à se justifier. Un truc qui s'est passé sur NCI le dimanche, comment on appelle, Élysée est revenu, une autre chose est revenue encore, Herman Aboua est revenu encore dessus, hier, pour cette histoire de 3 000 €. Bon, est-ce que c'était nécessaire?
Donc les gens font toujours tout pour rabaisser les gens. Il va se justifier, il va passer le temps à se justifier. Jusqu'à quand? Ceux qui comprennent là ont compris. C'est vrai qu'il est éloquent. Il tient la dragée haute à toutes les personnes qui sont là. C'est vrai, on le sait. Mais il faut quand même qu'à un moment là, que le PPACI joue franc jeu. Il faut qu'ils disent non et que ce soit non. Sinon, à un moment là, ça devient comme si c'était de l'amusement. Vous avez dit un truc aujourd'hui, demain on vous appelle, vous allez revenir sur les plateaux. Il manque de conséquences. Il faut que le PPACI soit conséquent envers lui-même. Quand une décision est prise, c'est qu'on ne va pas participer à un tel ou à un tel débat. Il faut que tout le monde soit unanime là-dessus. Il peut arriver, comme cela s'est fait hier, qu'il y a une activité du PPACI et qu'ils sont invités sur les plateaux de télé, comme cela a été le cas par rapport au courrier. Ça, c'est un autre aspect. Mais maintenant, les débats où on invite Kokora, où on invite le maire Fanny, où on invite d'autres personnes pour venir, il faut que le PPACI arrête ça. Hier, ils vont lui demander, oui, quel est votre programme de gouvernement? Comme si le FPI n'a jamais, comme si le président Gbagbo plutôt n'a jamais eu à diriger ce pays, comme s'il est venu de nulle part, comme s'il n'a jamais eu de programme de gouvernement, comme si c'est quelqu'un d'anodin. Mais quand on parle de quelqu'un dans ce pays qui a écrit des programmes de gouvernement, quelqu'un qui sait où il va, mais c'est bien le président Laurent Gbagbo. Quand on va poser pour la Côte d'Ivoire, qu'on trouve. Mais il faut que les gens arrêtent de rabaisser le PPACI. Il faut que les gens arrêtent de rabaisser le président Laurent Gbagbo. Il faut que les gens arrêtent. Mais il faut que le PPACI même amène les autres aussi à respecter le PPACI. Jacques, je te donne une minute pour chuter, s'il te plaît. Merci beaucoup, merci. Si à chaque fois ils doivent aller, et puis ça va devenir des contradictions, ça va devenir des étirements, ça va devenir des balles tirées sur eux à boulet rouge, mais ça ne sert à rien. Finalement, on ne retient pas l'essentiel même de la raison pour laquelle ils sont partis. Et finalement, ça rend des débats inutiles. Les gens vont s'énerver, ils vont dire des choses et finalement, on ne retient rien. Donc, il faut que le PPACI se ressaisisse. Il faut que le PPACI se ressaisisse et qu'ils partent sur des débats qui sont vraiment significatifs, là où ils peuvent vraiment poser le pied dans le plat. Voilà, je pense que c'est ce que je voulais ajouter. Jacques, merci beaucoup. Mais moi, je pense que il faut quand même aller aussi sur le plateau télé pour débattre, parce qu'on a un Lago Fabrice, franchement, qui est très percutant dans ses arguments. Il a de très bons arguments. Alors, c'est pas tout le monde qui a TikTok, hein. Il y a des gens qui sont là, mais qui regardent en permanence la télévision. Ceux-là, moi, je pense que ça pourrait être des électeurs aussi pour le PPACI, hein, parce qu'ils vont regarder Lago Fabrice en train de se défendre. Il va voir un Lago Fabrice en train de donner des éléments. Si ce sont des enfants, par exemple, qui sont nés en 2000, aujourd'hui, ils ont 25 ans, ce sont des enfants, en principe, qui doivent voter, et ils vont comprendre que le président Laurent Gbagbo, il a peut-être subi une injustice. Le président Laurent Gbagbo, il a des arguments, il ferait un très bon président, donc ça pourra ramener aussi des électeurs. C'est pas mauvais, c'est bien. Encore que Lago Fabrice ne soit pas bien, qu'il n'ait pas de bons arguments, j'aurais dit oui, ça dessert un peu. Mais non, il est bien, Lago Fabrice. Donc, après qu'on le laisse pas parler, on lui donne pas beaucoup de temps de parole, ça prouve que c'est quelqu'un qui a vraiment des arguments, qui parle bien. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils le font. D'accord. Donc, Zara, on va t'écouter. Bonsoir, grand frère Zara. Bonsoir. Alors, moi, ici, je ne sais pas prononcer ça très bien, mais bon. Oh, mais comme tu prononces, ça va aller, t'inquiète pas. Ok, ça marche. Alors, je salue tout le monde. Je salue l'hôte du panel. C'est très bien de faire un débriefing de ce qui s'est passé hier. Moi, j'ai essayé de le faire. Hein. J'ai fait une publication sur ma page Facebook Zarathustra Naxagor, où j'ai essayé d'expliquer un peu ce que je comprenais de la façon de mener les débats sur certaines chaînes de télévision. Et c'est ce qu'on appelle dans le langage du journalistique l'impertinence journalistique. En fait, ils ont fait de l'impertinence, mais une impertinence de bas niveau, quoi, de très bas niveau. Parce que
le style impertinent dans le journalisme, ça existe. Et puis, il y a beaucoup de journalistes qui le font. Quand vous regardez la télévision française, vous allez voir beaucoup de journalistes, les Serge Julia, les Serge Julie, les Alex Duhamel, les Anne-Sophie Lapix, Léa Salomé. Ils sont beaucoup de journalistes comme ça. Mais le plus célèbre, c'est Jean-Jacques Bourdin. Vous voyez, quand vous regardez Jean-Jacques Bourdin, vous le voyez en train de parler, en train de poser des questions à ses invités. Vous voyez la posture qu'il a dans la gestuelle, dans le langage, dans la tonalité, dans les idées. Voilà, c'est ça. Il pousse son invité, n'est-ce pas, à pouvoir dire certaines choses. En fait, il pose des questions qui sont audacieuses, des questions qui sont provocantes. Il cherche, il a un style très incisif et il cherche à mettre en relief certaines vérités qui sont inconfortables. En fait, il permet dans le style, dans l'impertinence journalistique, il faut pousser l'invité à aller au-delà du premier degré. Et ça, on le voit très bien dans beaucoup de chaînes. Si vous êtes habitué aux chaînes anglo-saxonnes, c'est-à-dire quand vous êtes habitué aux chaînes américaines, par exemple, ou bien aux chaînes anglaises, vous allez voir que aussi ce style-là, mais c'est très courant. Donc, ce n'est pas un problème d'être impertinent. Ce n'est pas un problème, c'est une forme, c'est une façon de faire. Voilà, ce n'est pas un problème. Sauf qu'il y a des règles dans l'impertinence. Voilà, dans l'impertinence, il y a ce qu'on appelle le respect, il y a la vérité. Hein? Il faut être respectueux de celui qui est en face de toi. Et puis, il faut qu'il y ait aussi une forme d'exactitude dans les propos que tu portes, puis une cohérence. Et puis, il faut avoir de la culture générale. Vous voyez, hier, par exemple, moi, je les écoutais, mais ils étaient tellement concentrés sur ce qu'ils voulaient dire qu'ils ne faisaient pas attention à la façon de le dire. Parce qu'il y a la façon aussi de dire les choses. Il y a la façon de dire les choses. J'ai noté beaucoup d'erreurs de langue française. En fait, tu t'exprimes en français et tu parles pas bien le français et puis tu veux être impertinent en français. C'est ridicule. Avec Daouda, j'ai noté beaucoup de mauvaises choses. Avec Bolube, j'ai noté beaucoup de choses et ça m'a permis même de questionner leur cursus universitaire. Est-ce que les CV, c'est vraiment bon, quoi? J'ai noté beaucoup de mauvaises choses, voilà. Donc, c'est ça un peu, c'est dommage. Et donc, je vois des gens qui se plaignent, oui, on ne devrait pas partir, mais je suis d'accord avec la réflexion que tu as menée. Et où on doit partir. On doit partir. C'est vrai que le PPACI s'était réuni et puis avait dit qu'on allait évaluer la possibilité de participer. C'est ce qu'on a dit, on va évaluer la possibilité de participer à ces émissions-là. Donc, l'évaluation a été faite. On a estimé que, en tout cas pour le moment, on doit y aller. Mais quand on y va, vous observez très bien que nos représentants, mais ce ne sont pas des pieds cassés, ce ne sont pas des bras cassés. Ceux qui nous représentent, quand ils vont, ils sont très percutants. L'exemple le plus parlant, c'est celui de Steve Biko. Il est très percutant et il survole tout ce qu'on lui dit. Et ce qui est intéressant chez Steve Biko, c'est qu'il a une formation il a fait donc un master, il a fait un master en communication politique. Donc il y a de la communication et de la politique. Ça veut dire que il maîtrise, en fait, non seulement la langue de bois, il maîtrise la langue de bois, mais il maîtrise aussi les styles de réfutation linguistique, dans les réfutations, dans les débats. C'est-à-dire qu'il a fait de la rhétorique. Il a étudié tous les grands auteurs de l'histoire des débats, en fait, ce dont a parlé Platon dans ses célèbres dialogues, d'accord? Il a étudié ça, Protagoras, tout, il a étudié ça. Donc, il sait comment utiliser. Lorsque tu lui poses une question, il ne saisit pas, il ne te donne pas la réponse à partir de tout ce que tu as dit dans ta question, mais il saisit un élément qui va lui permettre de pouvoir te répondre sans te répondre. Et il oriente la réponse. Et à partir de ce moment-là, moi, je pense qu'il a tué, enfin, entre griffes, mais il a déjà le débat à plusieurs reprises. Les gens, il y a des questions que les gens posaient. J'imagine qu'il y a ceux qui écoutaient, qui se disaient,
ouh là là là, ils l'ont eu là, qu'est-ce qu'il va dire? Là, il va faire une bourde là. Et quand il sort le petit truc, les gars, je veux dire, ils sont abattus. Donc, on doit encore continuer, hein, de partir dans ces débats-là, faire ces débats-là. Ce n'est pas mauvais de les faire. C'est vrai que, arrivé à un moment donné, ça devient agaçant. Il faut trouver des gens qui ont donc la capacité de se maîtriser. Parce que moi, si moi j'étais sur le plateau hier, j'allais le gifler. Moi, j'allais le gifler. Parce que je n'allais pas supporter certaines choses. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des gens comme les Steve Biko là, qui peuvent se maîtriser, qui peuvent avoir le sang-froid et puis répondre aux questions. Mais moi, en tout cas, non seulement j'allais le gifler sur le plateau, mais j'allais le gifler aussi à la sortie du plateau. Ça, j'allais le faire. Parce que les attaques, dans l'impertinence journalistique, on ne fait pas d'attaque ad hominem, c'est-à-dire que attaquer la personne sur ce qu'il est et non sur ce qu'il a dit. Il faut l'attaquer sur ce qu'il dit. Mais faire les attaques personnelles. Oui, toi on te connaît, tu as l'habitude de faire ça. Ça va pas marcher ici. Ici, non, ça marche pas. Et on a eu l'impression, comme l'a dit, je crois que c'est Charlène ou bien Ingrid, quelqu'un l'a dit, mais on a eu l'impression que c'était un débat que Steve Biko faisait avec les chroniqueurs. Il n'était plus l'invité, mais il était en débat avec eux. Et c'est vraiment malsain. Parce que on ne peut pas comprendre que les chroniqueurs ont plus de temps de parole que la personne qui est venue pour répondre à des préoccupations, pour venir éclaircir les points d'ombre que vous avez trouvés ou bien que vous avez dans le discours du président Laurent Gbagbo ou dans le courrier du président Laurent Gbagbo. Mais si vous avez les réponses aux questions que vous posez, mais pourquoi ne pas donner les réponses en même temps et puis le laisser, il va vous écouter. Mais c'est vraiment ça. Mais le peu de temps qu'on a, le peu de temps qu'on utilise pour pouvoir nous exprimer, donc le peu de temps que nous avons pour pouvoir nous exprimer, mais on l'utilise à bon escient. Et je pense qu'on doit continuer d'être sur ces plateaux-là, mais arriver à un moment donné, quand on va atteindre le point de rupture, on sera, n'est-ce pas, dans l'obligation de mettre fin des faits comme le PDCI RDA. Et dans ma publication d'aujourd'hui, je l'ai dit, il va arriver un moment où il faut qu'on dise que non, on n'y va plus. Oui, on n'y va plus. Je suis d'accord avec Ewo quand tu dis, par exemple, que ça nous permet de pouvoir donc dire nos idées, exprimer nos pensées, parce que c'est pas tout le monde qui est sur TikTok. Et les gens regardent les télévisions dans les villages, dans les coins reculés. Donc, ça permet de pouvoir atteindre un plus grand nombre de personnes. Mais arrivé à un moment donné, je crois qu'il faudra prendre la décision. Il faudra faire comme le PDCI RDA et puis faire sa communication comme on peut le faire. Voilà, faire sa communication comme on peut. Je me souviens, nous sommes de la vieille école. On a vu Oufo Boigny, on a vu voilà, donc, en ce temps-là, mais on n'avait pas droit à la télévision. Et il y avait une seule chaîne de télévision, on n'avait pas droit à la télévision. Mais comment le président Laurent Gbagbo a fait pour se faire connaître? On va me dire que les temps ont changé, ce n'est plus la même chose. Oui, je suis d'accord avec vous, ce n'est plus la même chose. Les gens, il y a une cible qu'on cherche à atteindre, c'est-à-dire que les plus jeunes, on cherche à les toucher, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur voilà, partout. Mais au-delà, je veux dire, on peut faire les deux, hein. On peut faire les deux, on peut aller sur les réseaux sociaux, et moi j'invite les camarades du PPAC, on en a parlé, hein. Je les invite à venir sur les panels TikTok. Il y a des panels, il y a des gens qui sont très sérieux, l'ENSAN, il y a les panels américains, il y a le panel, je veux dire, de beaucoup de personnes. Tania même, on peut donner la modération à quelqu'un puis gérer le panel et Tania. Ils peuvent aller sur ces panels-là pour pouvoir, donc, je vais dire, communiquer leurs idées. Il y a aussi l'autre qui fait un panel qui est très suivi, je vais dire Oxymore qui fait un panel qui est très suivi. On peut véritablement chercher à faire aussi la promotion de nos idées dans les panels. C'est-à-dire que un moyen ne va pas contre l'autre moyen. On peut utiliser les deux moyens, que ce soit la voie des réseaux sociaux ou bien la voie des télévisions classiques. On peut véritablement le faire. Mais il va arriver un moment, et je suis d'accord avec vous, où il faut dire le haut là, il faut vraiment sortir. Regardez par exemple, et là je vais clore par là, ce qui s'est passé sur la chaîne nationale, je crois que c'était sur RTI 1 ou bien RTI 2, où ils ont reçu Solange Seri. Mais elle a tenu des propos, mais très insultants sur le président Laurent Gbagbo, des propos qui ne sont pas acceptables. Et ça, il faut que nous fassions un communiqué pour dénoncer ce genre de propos-là. On peut ne pas être d'accord avec un adversaire politique, mais aller l'insulter dans une chaîne de télévision qui est d'ailleurs même une chaîne
public, donc qui est payé, qui fonctionne, qui vit avec l'argent du contribuable, ce n'est pas acceptable. Et ça, je crois que par rapport à ça, il faut qu'il y ait une levée de bouclier de la part du PPACI parce qu'on ne doit pas laisser passer ce genre de truc-là. Voilà, donc je suis là, j'attends ma seconde prise de parole. Et puis, voilà, merci beaucoup. Sarah, comme ça, tu pourras au moins donner ton avis aussi sur l'insécurité, sur les élèves gendarmes aussi avec l'histoire de drogue et tout. Donc, reste avec nous, on pourra en parler après. Je sais qu'on aura d'autres sujets au fur et à mesure. Alors, on a Combattant, on va écouter Combattant. Bonsoir, Combattant. Bonsoir tout le monde. Mm. Ça fait vraiment plaisir d'être sur ce panel-là, sincèrement. Mm. Et avec le frère Nsan qui nous a donné son analyse. Ces analyses sont toujours captivantes. Et puis, on est accroché, quoi. Moi, je voulais essayer de parler à propos de ce qui était en train de se passer sur le plateau. Mais comme quelqu'un dans le panel a dit que l'idéal c'était que les gens ne se présentent pas à la télévision pour parler. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est une chance même pour le PPACI de s'exprimer encore sur les plateaux télé. Parce que l'audience est vraiment très élevée à ce niveau-là. Et comme la dame l'a dit là, il y a beaucoup de jeunes qui n'étaient pas nés au temps en 2000, qui ne sont pas au courant qui n'étaient pas au courant de la situation de la Côte d'Ivoire et par la RTI ou bien par NCI ou bien par les chaînes là et par les interventions des opposants, surtout les interventions de l'ASM et puis l'AGO. Les gens on leur donne, c'est comme l'évangile quoi, on leur donne une bonne nouvelle de ce qui arrive et de ce qui s'était passé et pourquoi les choses se sont dégradées comme ça en Côte d'Ivoire. Parce que ils utilisent les chaînes là pour faire la promotion des infrastructures, comment on appelle ça, du gouvernement en place. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Et avant, il n'y avait rien. Et hier, les gens ont compris que, en fait, dans le gouvernement de Gbagbo, tous les ministres qui sont en train de se plaindre aujourd'hui du bilan de Gbagbo, tous ces ministres-là étaient dedans. Comment il s'appelle là, le gars le gros monsieur là, comment il s'appelle le ministre là? Oh, Adjoumani. Vous voyez Adjoumani par exemple là. Moi j'ai mon fils qui m'a posé la question. Papa lui là il fait quoi même dans leur gouvernement là? On sait même pas ce qu'il fait. Je dis c'est le ministre de l'agriculture ou bien de quoi là-bas là. Mais il est là, on sait pas ce qu'il a changé dans ce secteur d'activité là. Rien n'évolue. On voit que les planteurs et consorts, tout le monde est au même niveau. Et toi tu vas venir. Donc, c'est des comédiens qui se mettent là pour distraire un peu les gens par leurs propos. Mais quand les gars, comme Fabrice Lago, diplômé et puis très, très cohérent dans ses propos, quand lui, il vient s'asseoir et puis il parle, les enfants autour veulent même devenir comme lui, en fait. C'est un modèle, en fait. Quand tu l'écoutes, tu sais qu'il est inébranlable. Et comme Nsan l'a dit, il s'est formé pour être là. Donc, quand il a l'occasion de venir présenter le programme de M. Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, comment on appelle, véhiculer le message, il faut qu'il tape sur toutes les occasions qui se présentent. Leur but primordial, c'était de le descendre. Mais à chaque fois qu'on l'invite, c'est lui qui mène la danse en fin de compte. C'est lui et il sait à chaque fois où il veut l'en venir. Et c'est comme s'il était déjà prévenu de tout. Quand il vient s'asseoir, il sait ce qu'il faut dire. Regardez la partie où le gars dit, l'article tant dit quoi? Où Daouda dit, oui. Comme toi, tu dis que il a dit quoi là? Tu es professeur, non? L'article tant dit quoi? Il dit, non, je vois pas où est-ce que cet article-là concerne le contexte dans lequel nous sommes. Il dit, bon, ok, ça veut dire que tu connais pas. Mais quand Daouda a commencé à décrypter, à ce niveau-là, il a accéléré Daouda. Il a dit à Daouda, justement, par rapport à cet article-là, les gens étaient contre ça. Les gens ne voulaient pas que cet article-là soit là. Donc, il vient encore de nous montrer qu'il connaît, il maîtrise cet article-là. À chaque fois qu'on l'écoute, on comprend que, en fait, les gars du PPACI, là, c'est des géants, c'est des génies, c'est des intellos, c'est des bosseurs, c'est des travailleurs. C'est pas des plaisantins qui s'asseyent dans des grains pour se raconter du n'importe quoi et puis ensuite ils viennent sur les chaînes télé pour véhiculer
ces mêmes informations de grains là. Moi, je vous dis, quand tu vas sur tous les panels du RDR aujourd'hui, tu te rends compte que tout ce que les gens se racontent dans les grains ou en boîté là, les gens mettent ça sur les panels pour parler, comme si c'était des nouvelles qui étaient confirmées, qui étaient signées, qui étaient vraies. Tout ce qu'ils véhiculent comme information là, ce sont des faussetés. Un gars comme Bakongo, tu ne peux pas venir t'arrêter, décrypter le message du président Laurent Gbagbo disant Gbagbo va faire un coup d'État. Gbagbo dit qu'il va faire un coup d'État. Tu vois, non? C'est qu'ils se disent dans les grains de thé là. C'est ce qu'ils viennent sur les panels. C'est ce qu'ils viennent dire sur les panels et à leur, comment on appelle ça, à leurs partisans. Donc eux, leur niveau est tellement bas que peu importe le débat qui sera sur la table, les gens vont le mettre à leur place. Il y a pas, ça dit c'est tellement facile de les déconstruire parce que c'est difficile de mentir en fait. C'est difficile de cacher la vérité. Surtout que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est interconnectée. Nous sommes connectés aux gens à l'extérieur du pays. Nous sommes connectés entre nous sur les réseaux sociaux. Il y a des informations qui sortent, il y a des archives qui sortent, il y a des vidéos qui sortent. Tout sort. Il y a des bilans qu'on nous présente. Les gens font des recherches. Aujourd'hui, nous tous, on s'intéresse à la politique. Nous tous, on s'intéresse à tout ce qui est détail du chiffre d'affaires près de la Côte d'Ivoire, endettement, la crise. On s'intéresse à tout. Ce sont eux qui ont fait que nous, on s'intéresse maintenant à ce domaine-là. Avant, ça ne nous disait rien. On leur laissait décider, mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus mentir. Ils ne peuvent plus continuer à mentir. Voilà pourquoi le mouvement trop, c'est trop là. Les gens vont rentrer dedans en tas, comme on le dit en Côte d'Ivoire. On sera dedans. Parce qu'on se retrouve dans ce mouvement-là. Moralement, on se retrouve dedans. Physiquement, on se retrouve dedans. Financièrement, on voit que, économiquement, à tous les niveaux, on se retrouve dans ce mouvement-là. Parce que la Côte d'Ivoire est franchement malade. Et ils veulent, comment on appelle ça? C'est comme un bâtiment. Ils ont fait la peinture. La facette est très belle à voir. Mais quand tu entres à l'intérieur, il n'y a absolument rien. Tout est dégradé. C'est inachevé. C'est pourri. Il n'y a rien de bon à l'intérieur. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Donc, ce mouvement-là, il voulait tout faire pour comment on appelle ça, pour noyer ce mouvement. Mais le mouvement a pris. L'appel de Daoukro a pris. Trop c'est trop a pris. Toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre. Nous tous, on attend le jour où le président va nous dire de sortir. On va sortir. On va sortir. Et c'est ça le vrai combat. Eux, ils ne savent pas que le combat a déjà commencé depuis. Gbagbo dit, je vais me battre là. Mais Gbagbo, c'est un politicien. Il y a longtemps que Gbagbo a commencé à se battre avec eux. Et il est en train de les éliminer one by one. Il est en train de gagner le cœur des Ivoiriens. C'est ça le vrai combat. Le vrai combat, c'est pas de gagner un territoire avec les armes. Le vrai combat, c'est de gagner le cœur des Ivoiriens. On va te donner une minute pour chuter. Tu pourras prendre un autre temps de parole si tu veux après. Oui. Le vrai combat, c'est de gagner le cœur des Ivoiriens, le cœur des pauvres, les gens qui se sentent délaissés. Et Gbagbo a réussi son combat. Et il continue de réussir son combat. Et comme Lago Fabrice l'a dit, même au sein du RHDP aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas d'Alassane Ouattara. Mais ils ne peuvent pas parler. Ils sont là dans leur coin pour le moment. Quand ça va péter, ils vont changer de camp. Donc moi, je vais m'arrêter là pour le moment. J'attends mon deuxième tour de parole. Merci beaucoup. Merci, combattant. Merci. Alors, on a Hendrix sur le panel. Hendrix, bonsoir. On a Méité Ombré aussi, hein. Donc on va t'écouter, après on va écouter Méité Ombré. D'accord, ok. Je vous remercie infiniment de me permettre de parler. Ok. J'espère que vous m'entendez bien, puisque j'ai mis des écouteurs, juste m'assurer. Bien, vas-y, on t'entend très bien. Merci. Ok. Moi, j'ai assisté au débat hier et j'étais vraiment content d'assister à ce débat. Parce qu'enfin, j'ai pu faire mon analyse, ce que je pensais toujours. Parce qu'on a assisté à un débat où il y avait deux parties. La première partie, c'est la compétence et les connaissances. La deuxième partie, c'est une carence intellectuelle et une pression. Je ne sais pas si ces chroniqueurs, quand ils viennent à la télé, on leur fixe des objectifs à chaque fois qu'ils ont en face d'eux des opposants, et en particulier les gens du PPACI. Comme s'il y a des informations qu'ils doivent réussir à soutirer à travers les débats.
Et quand ils n'y arrivent pas, ils deviennent, je dirais, insolents sur le plateau. Mais on a vu M. Fabrice Lago qui maîtrise son sujet. Un homme très cultivé, un homme qui a de grands diplômes. Les autres, je ne sais pas si c'était des choix arbitraires ou bien s'ils ont vraiment les compétences pour, mais ils ne l'ont pas démontré hier. Qui a gardé son calme, qui a répondu aux questions, qui n'est pas entré dans leur jeu. Si vous avez remarqué, j'ai l'impression que quand tu dois venir faire un débat, on te donne l'ordre du jour, l'objet du débat. Tu t'apprêtes pour ce débat, mais quand tu arrives, il arrive qu'on sorte carrément de cet objet du jour pour essayer de te déstabiliser, surtout quand c'est les opposants. Mais l'homme qu'ils avaient en face d'eux, je pense qu'il les connaît très bien. Donc, il a su gérer la situation. Au point même d'aller parler d'une affaire encore de Western Union, ceci, cela, mais il les a recadrés, puisque ça, depuis qu'on a demandé les preuves sur tous les canaux, c'est silence radio. On a vu M. Fabrice Lago, qui je dirais, a maîtrisé le débat, et on a vu des chroniqueurs, je dis ils sont sous pression, pourquoi? Parce que si vous remarquez, à chaque débat, quelle que soit la chaîne de télévision, il y a toujours 3 questions qui ressortent. Monsieur Babo n'est pas sur la liste, qu'est-ce que vous avez fait? Ils n'ont pas la réponse qu'ils veulent. Ça, c'est la première question. La deuxième question, quel est le plan de gouvernance du PPACI? Ils n'ont pas la réponse qu'ils veulent. Et la troisième question, quel est le bilan? Est-ce qu'on peut comparer le bilan de M. Babo et de celui de M. Ouattara? Et pour ça même, on leur demande un débat spécial bilan. Ils n'ont jamais répondu à cela. Parce que jusque-là, on n'a pas eu un débat où on va venir parler du bilan, comme Blaise Lams l'avait demandé. Pour moi, ça a été une déception. En temps normal, ces chroniqueurs, ces journalistes-là, après ce débat, ils sont carrément remis à l'ordre, mis à pied pour quelque temps, pour qu'ils aillent réfléchir, pour qu'ils aillent s'instruire encore pour comment mener le débat, ou bien ils sont virés. Mais comme on sait que c'est une télévision qui a grande partie partisane, et que c'était comme les débats des grains, quand tu parles fort, que tu es insolent, que tu es violent, et que tu ne fais que parler, on pense que tu es fort. Mais ceux qui sont intelligents, ils se rendent compte que c'est parce que tu as peur, donc tu te caches derrière ce genre d'artifice. Tu te caches derrière ce genre d'artifice pour t'affirmer. L'objectif était de déstabiliser le monsieur, de le faire sortir de ses gants pour qu'il puisse aussi s'énerver, pour qu'il puisse raconter n'importe quoi, pour qu'on dise demain, les voilà quand ils sont sur les plateaux télé. Je dirais, pour terminer, on peut dire qu'ils n'aillent plus sur le débat. Mais nous, ce qui nous plaît, c'est que quand on les invite, ils ont l'occasion d'exposer l'idéal de leur parti politique, du PPACI, du président Babo, et de dénoncer certains tares du pouvoir en place, ce à quoi les autres ne s'attendent pas réellement. Et puis, s'ils doivent aller encore sur cette télévision, il faudrait qu'avant toute émission, on signe un protocole d'accord qui stipule qu'il faut un débat professionnel où on ne va pas venir insulter, ou quand on n'a plus d'arguments, on rentre dans des attaques personnelles. Même si la personne en face ne réagit pas, il faudrait qu'il y ait un protocole d'accord signé qui, à chaque dérapage, est montré sur l'écran de la télé pour dire ça a été signé, on ne le fait pas. Sinon, je me lève et je pars. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Si j'ai l'occasion, je reparlerai encore. Merci. Drix, pour ton analyse. Très bonne analyse, merci. Alors, on va écouter Meïté. Bonsoir à tous. Tombré, bonsoir. Tombré, bonsoir. On sent, c'est une sang là. Moi, je suis monté spécialement pour un sang. Il est là, il t'entend. On sent. Non, c'est juste pour lui dire que donc, le 1100 de 2020, 2018, ce film me manque. Voilà, il a écrit ça hier, j'espère qu'il a vu. Et il a commencé à sourire. Ce 1100 me manque parce que ce 1100 je reviens bientôt, Mété. Je reviens bientôt, Mété. Je reviens. Tu me manques, mon frère, tu me manques. Je reviens bientôt. Voilà, parce que actuellement, là, j'ai l'impression que le 1100 de maintenant, il a peur de dire certaines vérités. Pourtant, moi, j'aimais le 1100 qui frappait partout, au fait. Voilà, qui ne réagit pas vis-à-vis des foules pour dire, ah non, bon, ici, là, attention, sinon ça risque. Non, 1100 disait la vérité. Parce que ce 1100 là, hier, par rapport au débat d'hier, il allait dire certaines vérités. Est-ce que tu vois? Il allait dire, ah bon, oui, il y a eu ça, parce que, il y a Fabrice Lago, déjà, au commencement, il était déjà braqué, le gars. Moi, j'aime beaucoup les débats, hein. Voilà, moi, j'aime beaucoup les débats. Et,
parce qu'il y a celles déjà en Côte d'Ivoire, on est déjà gâté non, par rapport à la politique. Par rapport à mon nom, ne pensez pas que c'est RHDP. J'espère RHDP, j'espère PPACI. Je n'ai pas de parti politique au fait, je suis un pour Côte d'Ivoire. Pur et simple. Et j'ai mis un stand par rapport à ça parce que non, il ne regardait pas le visage des gens en fait. Pour non, lui, il est du sud, il est du nord, il est au centre pour dire certaines vérités. Il disait tout ce qui faisait du mal à la Côte d'Ivoire, tous les mots de la Côte d'Ivoire, que ce soit PPACI, SPI, PDCI, RHDP, il disait pour tout le monde. Et moi, je me retrouvais dans ce stand en fait. Est-ce que tu vois? Et c'est ce stand qui me manque. Donc, par rapport à hier, pour moi, le débat, le gars, là où il est fort, normalement, le gars, je le connais, c'est un gars, c'est un combattant, c'est un commando, au fait, quoi. Voilà. Lorsqu'on veut faire un débat face à face, parti politique comme parti politique, le gars, c'est un bon soldat. Franchement. Voilà. Il s'en va vraiment au moulin, il frappe, il frappe. Mais hier, je ne sais pas pourquoi au début, il était déjà braqué, au fait. Parce que lorsque donc, la journaliste lui demande de se présenter, moi, non, le gars était déjà braqué, non, je veux qu'on aille directement à l'essentiel. Je comprends, mais quand toi, non, parce que c'est pas les gars des RHDP qui sont devant toi, même si certains disent que non, que ils sont RHDP en griffe tout et tout, mais ils n'ont jamais dit ça, aux yeux du monde, non. Donc le gars était déjà braqué. Et je pense que déjà là, lorsqu'il a agi comme ça, les autres se sont déjà, tous les autres étaient déjà braqués contre lui, surtout, on connaît, Daouda, lui, lui, il aime les trucs comme ça. Voilà, bon, je pense que Daouda, il fait à tout le monde, hein. Même au ministre, il a attaqué le ministre. Seulement que il s'est pas emporté comme Lago. Voilà pourquoi ce n'est pas parti loin que ça, au fait. Voilà, Daouda attaque tout le monde. Ça, c'est son rôle. Daouda, ça c'est le style de Daouda. Voilà, c'est un peu le style de Daouda. On ne peut pas le comparer à Banga qui en ce que lui tape particulièrement seulement sur l'opposition, mais Daouda lui il attaque tout le monde au fait. Voilà, il attaque tout le monde. Et pour moi, hier, si Lago s'était calmé, le débat, ça allait bien faire le débat, tout et tout. Parce que pour moi, le débat, il y avait des bons débatteurs sur terrain, mais n'ont pas bien fait le débat, en fait. Parce que ça te voit même que donc, Lago n'a même pas terminé l'émission, parce que normalement, il devrait terminer l'émission. Pour le ministre, on a vu qu'il a terminé l'émission, mais Lago n'a pas terminé l'émission parce que sûrement, même pendant le temps de pause là, c'est pas tant que Kawet là-bas entre eux. Donc, c'était ça, non, c'est seulement pour dire à mon frère qu'il me manque, je veux qu'il revienne. Pour nous autres, n'ont pas de partis politiques là, pour nous aussi, non. Et puis, on a besoin de mettre sur les plateaux comme ça, pour ça. Et tu vois, voilà, on a besoin d'une personne comme toi sur les plateaux comme ça pour aller représenter les gens comme nous, en fait. Une personne qui a frappé tout le monde, qui dit la vérité à tout le monde, en fait. Voilà, c'était un peu ça. Vraiment, merci beaucoup, les gars, merci, et bonne continuation à tout le monde. Et les jeunes qui sont là, regardez les PPA, c'est tout ça. Si vous m'aimeriez vous dire, les gars, Côte d'Ivoire d'abord, hein, Côte d'Ivoire d'abord. Voilà, tout ça, ça a passé. Oui, c'est vrai, fanatisme, c'est vrai, mais arrivé à un certain moment, on doit voir clair maintenant. On est ensemble, Meïté, on est ensemble, on est ensemble. Merci beaucoup, les gars. Merci, monsieur Meïté. Alors, j'aimerais te poser la question à toi ou à Zara. Je pense que quand on est journaliste, qu'on évite quelqu'un, à mon avis, je pense, c'est quand on dit, on reçoit aujourd'hui Chouette Bidoul Chouette et on fait son CV, on dit qui il est, qui c'est la personne qu'on reçoit, ou c'est nous qui demandons à la personne de se présenter. Après, c'est pas obligé, c'est pas obligatoire qu'on demande que la personne se présente. Hein. Voilà, sinon je pense que c'est nous dans notre. C'est pas une obligation. Après, ça peut mettre mal à l'aise parce que si on est dans une posture frontale, ouais, comme c'est le cas sur lequel on sait que Fabrice Lago, souvent quand les gens l'invitent, c'est vraiment en fait lui tirer des noises, quoi, tu vois. Donc il va te dire ouais bah je vais pas en même temps donner toute ma biographie. On me connaît comme cadre du parti. Bon là on avance. Mais sinon voilà. C'est pas une obligation. Un peu comme Fabrice Lago, tout le monde connaît Fabrice Lago dans le cadre politique. Hein. C'est pas aujourd'hui, c'est pas il n'est pas exclusif, il n'est pas une nouveauté. Tout le monde le connaît. Donc c'est comme si tu invites Atu Banga, tu lui demandes qui se présente. Ça n'a pas de sens, quoi. Ok, d'accord, merci. Alors, j'aimerais refaire un tour de... Je peux apporter un défi. Oui, vas-y, Sarah, oui, vas-y, tu peux. Alors, quand on demande à quelqu'un de se présenter, surtout une personne comme Steve Biko, c'est compliqué de se présenter parce que il a plusieurs facettes. Bon, tu dis, moi, tu me demandes de me présenter. Tu veux que je présente quoi? Que je te dise ce que j'ai fait dans la politique? Je pense qu'il est allé sur le plateau en tant que secrétaire national technique chargé donc du marketing du parti. Donc, il se présente, oui, je suis Steve Biko, ou bien je suis
Lago Fabrice, secrétaire national technique chargé du marketing politique. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est ce que vous voulez savoir? Parce que c'est ce que vous avez déjà dit. Maintenant, vous voulez mon cursus scolaire? Je commence à partir de quoi? Je donne le dernier diplôme ou bien je donne les 5 derniers diplômes ou bien je commence au début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous voulez savoir de moi? Il faut dire ce que tu veux savoir. Après, ça suffit pas parce que ce n'est pas seulement l'homme politique, ce n'est pas seulement le CV politique, enfin le CV académique, mais il y a peut-être même. Est-ce que ça t'intéresse pas de savoir combien d'enfants j'ai, combien de femmes j'ai eu? Ça t'intéresse pas? Enfin, quand tu dis la présentation, c'est véritablement vague. Alors, si tu veux que je te fasse une présentation comme un CV de demandeur d'emploi, parce que à la base, quand moi je viens sur le plateau de Live TV, je ne vais pas demander un emploi, mais il est clair que quand vous devez inviter quelqu'un, vous savez qui vous invitez. Donc, après l'avoir présenté, et la démarche de Steve Biko a été bonne, après l'avoir présenté, il a dit, oui, c'est bon, il est d'accord avec la présentation. On se limite à là, mais on voulait qu'il dise ce qu'il a fait. La première question que l'idée que ça me donne, c'est que, est-ce qu'ils avaient envie, ils avaient l'intention de remettre en cause sa formation académique? Est-ce que ils avaient des doutes sur son master ou bien sur son diplôme de sciences politiques qu'il a obtenu? Est-ce qu'ils avaient des doutes là-dessus? En fait, c'était une question qui était très vicieuse et il a très bien fait d'avoir donc déposé tout ce que les gens voulaient savoir. Et puis il attendait s'il y avait d'autres questions, il allait y répondre. Mais je pense que la chroniqueuse, en fait, elle est animatrice, je pense. Elle n'a pas été professionnelle sur cette question-là, parce que ça ne se pose pas comme ça. Ça donne. Moi, j'ai été journaliste, ça je vous le dis, si vous ne le savez pas, j'ai été journaliste dans la presse écrite, dans Soir Info, je le dis soit dit en passant, pendant plusieurs années d'ailleurs. Donc, j'ai posé des questions à des gens, à des ministres, à beaucoup de personnes, des opérateurs économiques, tout. Je sais comment poser des questions. Cette façon de faire là, c'était de la provocation. Et effectivement, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure là, mais ils ont voulu l'affaiblir à travers cette provocation-là. Parce que, ou bien, il s'énerve et il répond pas du tout, ou bien, il étale tout et puis on cherche le petit grain de sel, le petit grain de sable pour pouvoir donc articuler le débat autour de ça. Ça a été une très mauvaise idée. Mais chapeau encore à Steve Biko. Zara, merci beaucoup. Alors, on a Kiki, monsieur Kiki, vous êtes en pause, hein. Vous devez prendre la parole, mais vous êtes en pause. Kiki, on va donner la parole à Diez. Il y a Diez sur le panel. Bonsoir, Diez. Bon? Je suis là. Ah, ok. Pardon. Donc, il y a Kiki qui est là. Bon, allez-y alors, Kiki, allez-y. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes. Merci beaucoup. Oui, pour ceux qui combattent pour la... Pardon. Allô? C'est bon? C'est oui, bon je pour t'entends. vous? Ok. Là, je termine. Bon. Un parasite, peut-être. Donc, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont là sur ce panel. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous me recevez? Parfaitement, allez. On vous entend très bien. On vous entend très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les combattants. Aujourd'hui, je suis fier de vous. Je suis fier de chacun de vous. Je suis fier parce que vous vous êtes levés. Peu importe l'argument qui vous a porté, qui vous a fait comprendre que là, trop, c'est trop. Peu importe ce que vous avez vécu dans votre vie. Peu importe ce que vous avez perdu. Peu importe l'ethnie que vous avez prouvé au jour d'aujourd'hui que vous êtes des enfants dignes de notre État, la Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas, je ne veux pas jouer l'ingrat. Je ne suis pas venu ici pour jouer l'ingrat, mais je veux juste vous faire comprendre que la force que vous avez aujourd'hui, l'abnégation que vous avez aujourd'hui, de critiquer, de se laisser autocritiquer, de comprendre, pour mieux aiguiser ses armes, toutes ces choses-là que vous regroupez en vous, ce sont les valeurs que nous ont appris nos parents. Voilà ce que les autres n'ont pas. Voilà ce que les autres ne comprennent pas. Quand ils croient que la Côte d'Ivoire est endormie, ses enfants sont endormis ou ont peur, alors qu'au fond, le magma bouge. Le magma se remue à l'intérieur. On ne comprend pas. On veut avoir des questions. On veut avoir des réponses à nos questions. On veut comprendre. On veut savoir qu'est-ce qu'ils ont dit avant de partir. Où sont-ils? Vous m'aurez compris. Nos disparus. On veut savoir que sont-ils devenus? Ceux qui ont abandonné dans une nuit leurs parents parce que c'était chaud.
ont tout laissé tomber. Leurs enfants, des personnes avec qui ils ont joué au billes, tout ça, avec qui ils ont fait Solena Plakalidoumou. Tous ces gens-là, abandonnés comme ça, et puis ils doivent fuir. Ils doivent fuir pourquoi? Parce qu'ils se sont bravés contre l'impérialisme. Ils se sont bravés contre des envahisseurs. Ils se sont braqués contre ceux qui étaient venus piller leur terre. La terre où sont enterrés leurs cordons ombilicaux pour la plupart. Ou le cordon ombilical des pères de ceux qui, au jour d'aujourd'hui, sont considérés comme des apatrides. Moi, je ne peux pas vous donner des conseils. Moi, je ne suis rien. Je suis peut-être minimisé. Je suis peut-être incompris par rapport à ce que je dis. Je suis peut-être écrasé. Je ressemble peut-être à un grain de sable sur une plage. Mais je veux que le résonnement de ce petit grain de sable-là porte très haut, vous fasse comprendre que nous ne devons pas avoir peur. La peur n'arrache pas la victoire. La peur n'arrache pas la liberté. La peur n'impose pas la peur de l'autre de respecter mes convictions, mes valeurs. La peur, là, t'efface de l'histoire. La peur, c'est ce qui transcende dans ton cœur au jour d'aujourd'hui et qui te dit, est-ce que je dois m'afficher? Est-ce que je dois pas m'afficher? Mais bon, j'avais une camarade qui s'appelait Fatoumata. Non. La compassion est une des choses au jour d'aujourd'hui qui fait la clé de la voûte dans laquelle nous sommes plongés. Vous voyez, vous avez chaud, vous transpirez. Chaque jour, vous voulez comprendre pourquoi. Pourquoi moi, là, je n'ai pas le droit d'aller sur ma terre? Pourquoi mes enfants me posent la question de savoir, papa, pourquoi on ne va pas dans ton pays? Et puis, je ne sais pas quelle réponse lui donner parce que Draman a 15 ans de pouvoir et ton enfant, là, qui est là, depuis que tu as fui, doit avoir 15 ans. Pour certains qui ont dû traverser à la nage, vous qui vous soumettez à l'oppresseur, vous qui vous soumettez au diktat, à la famille des aristocrates, bon vent, bon semble, ces mouches qui volent, qui s'asseyent sur chaque merde et qui viennent traîner la merde dans notre pays, dans notre nation, notre beau pays. Ces mouches-là, je veux que tous ensemble on se réunisse et qu'on applaudisse pour les éclater. On doit applaudir pour les éclater. Nous sommes une nation, nous sommes un peuple unifié, nous sommes un peuple quantifié, nous sommes un peuple qui dit non à l'installation, à la soumission, à la dépravation, à la dégradation, à la non-valorisation de notre État, au dépouillement de nos souterrains, de nos ressources, à l'écraseur, celui qui vient et qui, lui, est soumis à un autre oppresseur. Nous disons non aux dictateurs, nous disons non aux gouverneurs, nous disons non aux nègres de salon. Nous sommes panafricanistes parce que nous défendons nos nations. Nous sommes Gbagbo Laurent avant d'être Ibrahim Traoré. Nous sommes Gbagbo Laurent avant d'être Tchani. Nous sommes Gbagbo Laurent avant d'être Assimi Goïta. Nous sommes Gbagbo Laurent avant d'être chaque fils de l'Afrique, chaque fils de la nation, chaque fils de la Côte d'Ivoire, de l'éléphant qui est là, qui pense qu'on lui dit qu'il est faible alors que au fond de lui il ressent ce tempérament de l'éléphant une fois déchaîné qui ravage tout sur son passage. On ne provoque pas les éléphants. Ton emblème, c'est l'éléphant d'Afrique. Fils, enfant, père, ou frère, sœur, Boclé avec qui j'ai dû traîner, fille de joie avec qui j'ai dû traîner, aujourd'hui là. Nous n'en sommes plus là. Aujourd'hui là, si tu as un beau cul, battons-nous. Je vais déposer une coupe de champagne sur tes fesses. Si t'es belle, que tu ne peux pas être combative, soutiens autrement. Encourage. Ne t'endors pas sur des panels où on te parle de ta beauté, de la couleur de tes yeux. Non, tu as autre chose. Tu as des priorités. Tes priorités, c'est ton état qui est pillé, volé. Et qui est assévi par des gens qui disent que toi là,
Là où tu les as invités autrefois, où ils t'appelaient patron. Ce n'est plus chez toi et c'est toi, l'esclave, qui doit travailler. Vous travaillez comme des abeilles dans une ruche et personne ne vous apporte quoi que ce soit. Nos parents sont fatigués. Vendent du cacao au jour d'aujourd'hui, mais ne peuvent plus accompagner, acheter les écoles comme ils pouvaient le faire autrefois de leurs enfants. Oui, car l'école est payante. L'école gratuite qu'on nous avait promise est payante. Les femmes qui devaient accoucher, nous les hommes, on devait sourire. C'est n'allait aller dans une blague où on disait, ah, vous les hommes, vous attendez, hein. Vous vous rappelez de cette vidéo où le mec nous nargue, nous offense dans notre intellect. Mais on ne sait pas. On est victime d'être gentil. On est victime d'être accueillant. On est victime d'être le pays de l'hospitalité. On est victime d'être ivoirien, ivoirienne. Comme notre nom, notre patronyme le dit. On ne voit rien. On ne voit pas ce qui nous arrive. C'est une fois que ça nous est arrivé qu'on comprend plus tard. Et plus tard, pour réunir les gens qui ont été traumatisés, il faut de la patience. Quand une personne te dit que je ne peux pas parce que j'ai peur, ne le traite pas de lâche. Reviens le lendemain. Reviens avec des meilleurs sentiments. Et dis-lui que c'est important qu'il se batte et qu'il oublie la peur. C'est comme ça qu'on enlève la peur dans le cœur des autres. On ne dit pas, toi tu as peur, toi tu n'es pas un guerrier, toi tu peux... Eh, il y en a quoi les... Pour rentrer un peu, pour simuler un peu mon comportement intellectuel dans la vulgarité, je vais vous faire comprendre que deux fois tu as des pins. Il faut frotter là-dessus. Ils sont mous comme ça. Et tu frottes les femmes, frotte là-dessus. Il faut te toucher. Ah, non, attendez, allons-y. Non, là, Non. Mon frère, s'il te plaît. Voilà. Donc, il faut être, voilà, vous avez compris, ça vous a agressé, ça vous a agressé là, tout de suite, quand je vais parler de la vulgarité. Soyons raisonnables, Voilà. là, c'est quand même... Voilà, je vais être raisonnable. On peut pas tomber dans la banalité et puis dans la vulgarité. Tout ça pour vous stimuler. Attendez, il y a une leçon à tout ça. Il y a une leçon à tout ça. Tout ça pour vous stimuler, pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas besoin de vous astiquer pour que vous compreniez que la vie, là, si tu ne te lèves pas pour te battre, là, personne ne va te donner ça. On n'est pas là pour vous faire bander. Vous êtes des hommes. Vous devez vous lever. On va aller chercher notre victoire à nous. Notre victoire, c'est notre pays. C'est notre patrimoine. C'est tout ce qu'il y a là. On n'a pas besoin de nous astiquer. Nous sommes des vrais bonhommes. Allons-y nous battre et prendre ce qui est à nous dans les mains de ces apatrides. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Kiki. Alors, j'ai une petite motion. J'ai une petite motion, s'il vous plaît. J'ai une petite motion. D'accord, mais attends une minute, Zara, s'il te plaît. Attends il une y a Lino 75. Hein? Lino 75 qui souhaitait intervenir. Oui, mais bon, c'est juste pour dire que ça c'est un cri de cœur. Ça c'est je suis là d'abord. Il y a tout le monde n'a pas la même façon de raconter ce qu'il ressent, mais ce que le monsieur vient de dire, ce sont des choses qu'il ressent, que les Ivoiriens vivent, étant sur le territoire qu'ils vivent. Alors tout le monde ne peut pas crier, tout le monde ne peut pas parler de façon véhémente, de façon agressive pour dire ce qu'elle pense. Et c'est ce que le monsieur vient de faire. Je parle par rapport au commentaire là qu'il y a. Il y a eu un peu de tout dedans. Oui. Voilà. Mais franchement, à un moment, ça devenait très, très hot. Donc, voilà. Oui, il fallait pas trop monter. Mais là, vous avez bien fait de le couper là, à ce moment-là. Ben, grand frère Zara, vas-y pour ta motion. Vas-y. Je voulais simplement dire que on doit être patriote en Côte d'Ivoire. Et j'invite tout le monde au patriotisme, mais non au nationalisme. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, doyen Zara. Lino 75, rapidement, tu voulais juste 4-5 secondes. Diaz, tu vas intervenir juste après. Oui, peut-être une minute. Alors, j'ai mis des écouteurs, je suis dans la rue, je ne sais pas si vous m'entendez, mais c'est par rapport au monsieur qui venait de parler tout à l'heure. C'est par rapport au monsieur. Alors, je l'ai écouté attentivement et j'ai dit que je le nomme. Hein. Peut-être renommé parce que c'est quelqu'un déjà qui s'appelle comme ça. Je suis sur un panel où il y a des intellectuels. Je sais que c'est pas Issa qui me dira le contraire. Je l'ai écouté et je dis, mais ça c'est un Claude Maquet. Ça c'est un autre Claude Maquet, le père de la négro-renaissance de Harlem aux États-Unis. Vous êtes monsieur. J'étais tellement content parce que ça ressentait à la poésie, mais une poésie habillée, quoi, on va dire. C'est-à-dire, comme Claude Maquet le disait dans un de ses poèmes intitulé If We Must Die, si nous devons mourir.
j'étais tellement content de l'écouter. Voilà pourquoi j'ai dit 1 seconde. Je vais pas aller plus loin. Je vous remercie. Parce que là, j'étais sur un panel. Les gens ont dit, ouais, ils avaient présenté le président Gbagbo, ils l'ont caricaturé. Venez, vous allez insulter aussi. Je dis, mais c'est pas tout le monde qui a cette culture. Comment vous pouvez dire à quelqu'un, venez, vous allez insulter? Moi, j'ai pas l'habitude d'insulter. Qu'est-ce que je vais venir dire là? Et je suis parti. Je vous remercie, je suis à l'écoute. Merci beaucoup pour les informations et la façon dont vous véhiculez les messages. Insa, merci mon petit. Merci beaucoup. De rien, mon Dieu, de rien, mon Dieu, de rien, mon Dieu. Donc, on peut écouter Diaz Piment. Diaz Piment. Ah bah, je voulais annoncer. Ah bon, pardon. Ah, Non, mais je te laisse annoncer pardon. monsieur Je te Diaz laisse, Piment. alors vas-y. Non, il est assez épicé dans le verbe. Monsieur Diaz Piment, on vous écoute. Bonsoir à tout le monde. Insa, sois salué. Merci beaucoup de me faire monter sur ton panel. Je tiens à rappeler, encore une fois, que je ne suis pas prof de français. Voilà. Je tiens d'abord à souligner cela. Et je persiste et je signe. J'étais sur le panel de Clarisse. J'ai dit à Insa que Agboville n'est pas un département. J'ai dit, Agboville est une ville. Un département, c'est l'ensemble de villes et de communes. C'est ça, un département. J'ai dit, et Insa m'a dit clairement que j'étais en déphasage et que patati patata. Non. J'ai dit et je répète, sur Google, c'est marqué département, la signification, la définition est bien définie. Agboville est une ville. Un département, c'est l'ensemble des villes qui fait un département. Donc, je ne m'étais pas égaré. Moi, je suis toujours perplexe, puisque je m'informe également. Je ne suis pas un politologue. Si j'ai décidé de suivre le président Alassane Ouattara, c'est par rapport aux actions qu'il a menées et ces actions concrètes qui me permettent, moi, de le suivre. J'ai écouté le dernier intervenant disant que il faut une révolution et que trop c'est trop. Non, Diaz. Oui. Excuse-moi, je ne vais pas te couper, tu vas continuer, mais je te dis, Agboville est un département. Ah. Il a dit Agboville, c'est une ville. On n'a pas. Non, Agboville est un département. Ah bon? Oui. Agboville est un département. Une sens, s'il te plaît. J'ai fait mon bac en 1992 à Agboville, au lycée moderne d'Agboville. Agboville est un chef-lieu de département. Oui, chef-lieu de département, oui. Chef-lieu de département. Oui. C'est une ville. Tous ceux qui sont chefs-lieu de département en Côte d'Ivoire, là, c'est d'abord une ville. Effectivement. Donc dire que ce n'est pas un département, mais c'est une ville, ça n'a pas de sens. C'est une ville, mais qui est le chef-lieu d'un département. Donc c'est le département. Mais c'est plusieurs chefs-lieux d'un département. Diaz, je te dis, même au ministère de l'Intérieur. Il y a plusieurs villes qui constituent un département. Je dis, c'est une ville chef-lieu, donc c'est un département. Je te promets, c'est pas parce que je veux te truc. Tu vas même sur le ministère de l'Intérieur, frère. Ça peut arriver. On est tous là pour apprendre. Sinon, c'est une ville. Moi, je ne conteste pas, mais c'est un chef-lieu. Je te confirme, frère. D'accord. Bon, allons-y sur le sujet, ce n'est pas le plus important. Tu vas aller vérifier après, tu vas voir. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je dis, et je répète, il ne faut pas voir tout ce qui est en Côte d'Ivoire comme noir. Je connais Insa, j'ai suivi une vidéo de Insa. Il a été honnête. Il a été honnête en disant que il n'y a pas de preuves qui accablent le président Alassane Ouattara sur la rébellion. Il a été honnête. Sur ce volet-là, que tu sois béni, Insa, il n'y a aucune preuve qui l'accable. Donc, laissez cette histoire de Ado et chef rebelle. On laisse. Voilà, laissez tomber ça. Et j'aimerais aussi dire à tous ceux qui se proclament panafricains, qui se disent que le malheur de l'Afrique est lié forcément à la France. Il tient à les rappeler. Alors, Diaz, juste pour rappel, hein, tu peux rappeler le thème à Diaz Piment pour que Diaz puisse être dans l'élément. Mais il y a un gars qui a parlé tout à l'heure des panafricains. Non, mais le gars qui a parlé là, il a parlé du sujet avant. C'est dans son voilà, c'est pour ça que je veux qu'on te remette dans le sujet. Donc, que tu commences à parler du thème et après, ensuite, tu parles d'autre chose. Voilà, après, tu parles directement d'autre chose. Alors, le thème, c'est le débat, la discussion qu'il y a eu, l'interview qu'il y a eu avec Fabrice Lago hier sur Live TV.
Est-ce que vous avez regardé? J'ai pris la peine de suivre un peu. D'accord, c'est ça. Et ensuite, on a aussi parlé de l'insécurité qu'il y a en ce moment à Koumassi par rapport aux voitures vandalisées. On a parlé de ça aussi. Oui. D'accord. D'accord. Là, je vais m'arrêter sur les deux. Là, vous pouvez vous exprimer sur ça, sur le débat qu'il y a eu hier sur Live TV et ensuite sur les incidents qui sont arrivés à Koumassi. Merci. D'accord, il y a pas de souci. D'abord, concernant le débat, j'ai vu que M. Fabrice Lago esquivait quand même quelques questions. Il était un peu trop sur la défensive. Et quand on parlait même du GAFI, à la fin, ils ont parlé du GAFI. Il a fait sortir l'information selon laquelle la Côte d'Ivoire se situerait dans la liste noire du GAFI. C'est une information erronée. Il faudrait que des gens nous donnent de bonnes informations. Ce que le gouvernement Alassane Ouattara ne fait pas de bon, ou bien ne fait pas bien, on peut venir critiquer. Mais donnez-nous des informations justes et de très bonnes informations pour qu'on puisse parler au président Alassane Ouattara afin qu'il améliore ce qui n'est pas bon. La Côte d'Ivoire dans quelle liste? L'information selon laquelle qui a été produite, tu as suivi le débat, il a même fait ressortir la liste en disant que actuellement la Côte d'Ivoire se situerait même parmi les bons élèves afin de quitter dans cette liste. C'est pas ce qu'il a dit, Diaz. C'est ce qu'il a dit. Non. Il a même sorti l'information pour dire que... Élisée Bouloubé a dit la Côte d'Ivoire, il y a 14 points. La Côte d'Ivoire a 13 points. Et à 13 points, d'accord, selon ce qu'il a dit, hein, parce que nous on a fait des recherches, à 13 points, il reste un point pour que la Côte d'Ivoire puisse sortir de la liste noire. Donc la Côte d'Ivoire est actuellement dans la liste noire. Mais l'information que le PPACI actuellement diffuse, c'était comme une information récente. Nous savons très bien que, la Côte d'Ivoire est sur la liste noire depuis quelques mois. Nous le savons très bien. Voilà pourquoi Apoutou a été mis en prison. C'était un avertissement. Mais le PPACI fait ressortir l'information. On était sur la liste grise et non noire. La liste grise? Oui. À l'époque, c'était la liste grise. La commission... mais pourquoi si vous parlez de liste noire? Liste noire, c'est l'Union européenne. C'est la Commission européenne qui a actualisé et d'accord donné cette information en ce qui concerne... En disant que nous sommes sur la liste noire? La liste noire, c'est la Commission européenne. C'est le discours de la Commission européenne, en fait. Il faut aller lire. Qui dit clairement que la Côte d'Ivoire fait partie des pays... La Côte d'Ivoire fait partie des pays en liste noire. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il y a le Kenya, tu as l'Algérie. L'Angola. Tu as l'Algérie, tu as d'autres pays, on croit même... L'Angola. L'Angola aussi. Va, tu regardes. Voilà. Bon, écoutez, moi, je suis un défenseur du RHDP. Moi, je viens pour défendre. Voilà. Si l'Angola, faisant aussi partie de la liste, n'empêche pas l'Angola d'être là... Même Monaco. Même si ces pays-là sont sur la liste, ça n'empêche pas ces pays d'aller de l'avant, de se développer. Ça n'empêche pas, c'est vrai. Ça donne une mauvaise image à la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais on doit travailler pour sortir de cette liste. Sauf que ça n'empêche pas quand même pas la Côte d'Ivoire de continuer à faire des projets et de réaliser des projets. Avant que le président Alassane Ouattara ne soit président de la République, la Côte d'Ivoire n'a jamais été présente dans une telle liste. Mais on n'a jamais bénéficié de routes, de ponts, d'autoroutes et même d'usines, malgré que nous n'étions pas dans la liste. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes dans cette liste qu'on va tirer sur le président Alassane Ouattara en disant que trop c'est trop. C'est quoi dire trop c'est trop? Le Mali n'est pas sur la liste, mais il n'y a pas de bus au Mali. Moi, je pense que ce qui est important, ce sont des routes, des ponts, des universités, de l'électricité. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Voilà. Parce que quand on prend un pays qui n'est pas classé dans une liste noire et que ce pays-là manque de tout, mais à quoi ça sert? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc, le président Alassane Ouattara travaille toujours pour redorer l'image de la Côte d'Ivoire. En termes même de corruption, de lutte contre la corruption. Quand le président Gbagbo quittait le pouvoir, on était à 154e place. On était au même classement que le Cameroun.
Ce qui est important là, c'est corruption là. On était au même classement comme le Cameroun. C'est-à-dire qu'on avait le même score avec le Cameroun. Cameroun, premier, la Côte d'Ivoire, premier ex aequo. Même niveau. Sous Alassane Ouattara, on est à 69e place mondialement. Même niveau que le Bénin. Donc ça veut dire que beaucoup de choses ont été faites pour permettre à la Côte d'Ivoire de lutter contre la corruption. C'est ça qui est le plus important. Lutter contre la corruption, que la population ait accès à l'eau potable, à l'électricité, à une bonne éducation et à une, je veux dire, à un système de santé performant. Sous Alassane Ouattara. Sous Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous avons combien de CHR construits? Sous Alassane Ouattara. Mais je vais parler du sujet en parlant des cas qui ont été entrepris à commencer. Voilà, je vais parler de ça pour ne pas m'égarer. Dans tous les pays du monde, il y a des vandalismes. Si on doit tirer sur un président parce qu'il y a des petits problèmes dans des secteurs, mais c'est que Trump doit tomber. C'est que le Barack Obama devrait démissionner. Parce qu'à 2 ans du pouvoir, mais il y a eu des gens qui sont allés, qui ont pris des armes pour fusiller des élèves dans des salles de classe. Aux États-Unis, il y a eu des fusillades. Si on doit parler de quelques vandalismes pour sanctionner un gouvernement, mais c'est que le gouvernement Assimi Goïta doit démissionner. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a même pas la paix au Mali. Il n'y a pas la paix au Burkina. Mais des gens soutiennent le Burkina. Des gens applaudissent eBay. Donc ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques vandalismes de quelques véhicules qu'on va venir tirer sur le président en disant que trop c'est trop. Et la paix que nous avons depuis 14 ans. Et la sécurité que nous avons depuis 15 ans, 14 ans et demi. Et la Côte d'Ivoire qui est vue comme un pays avec une très grande croissance à l'extérieur depuis combien d'années? Il faut quand même reconnaître ce qui est bon. Même sur nos plateaux de télé, la chaîne NCI ou bien Live TV, vous voyez la qualité des images. La qualité même parle d'elle-même. Ça prouve que la Côte d'Ivoire a fait un très bon qualitatif au niveau médiatique. Voilà, donc il y a les choses. Vous avez une minute, s'il vous plaît. Il y a des choses qui sont extrêmement importantes et qu'on doit s'attarder sur les bonnes choses. Le président Gbagbo, qui en 2008, au stade Félix Houphouët-Boigny, il y a eu un éboulement sur des Ivoiriens. Ils ont perdu la vie parce qu'ils partaient regarder un match de football. Ça là, on doit parler de ça. C'est ça qui est méchant, c'est ça qui est mauvais. Sinon, liste noire, liste grise, on doit lutter pour en sortir. Et l'État de Côte d'Ivoire a mis Apoutou en prison pour montrer effectivement que le message doit passer aux Ivoiriens qui passent leur temps à exhiber de l'argent. Donc l'État est en train de travailler à ce niveau-là. L'Angola fait partie de la liste noire, même l'Algérie. Mais ça n'empêche pas l'Algérie d'avoir beaucoup d'avions. Tant que la Côte d'Ivoire, avec le président Alassane Ouattara, maintient ses 322 462 km², nous là, ça nous suffit. Tant que le président Ado est en train de faire le port sec à Féké, ça nous suffit. Tant que le métro verra le jour, ça nous suffit. Tant que le BRT verra le jour, ça nous suffit. Merci, tout ce que les Ivoiriens demandent, c'est la paix et que les 322 000 soient toujours protégés par le président. Merci Diaz Piment. On a longuement écouté Diaz Piment. Ok. À côté de ça, on a des pays comme la Norvège ou comme la Suisse où on entend rarement parler des casse, où on entend rarement parler d'insécurité. Donc moi, je veux bien qu'on dise qu'en Côte d'Ivoire, il y a de l'insécurité, mais si on veut se comparer à un pays, on va pas se comparer aux États-Unis, on va se comparer à ces pays-là où quand tu peux te promener dans la rue 2-3 heures du matin, il t'arrive rien. Pourquoi est-ce qu'on se comparerait pas à ces pays-là et puis on va aller se comparer aux États-Unis? Ce n'est pas forcément synonyme de sécurité, quoi. Mais bon, chacun y trouve son compte dans tout ce qu'on dit ici. Charlène, tu veux reprendre un autre temps de parole? Bien sûr, ma chérie. Non, tu es bien. Tu es bien. Attends, je vais couper ce speaker-là. Tu es bien. Merci de me donner la parole. Et après ça, tu peux me descendre, hein, ou bien je vais descendre. Diaz Piment, j'espère que tu as le cardio, hein, parce que ça va tomber sur toi. Hein, en tas. En tout cas, je sais pas. Tu sais, quand mon frère Diaz Piment a pris la parole, j'ai préféré retirer mes écouteurs. Je m'occupais pour tout entendre, sauf ce qu'il était en train de dire. Mais malheureusement, j'ai écouté la fin qui disait que
Si le métro, eux, ça leur suffit. S'il y a ceci, ça leur suffit. On a compris. On a compris. Donc maintenant, quittez là. Nous aussi, on est venus faire pour nous aussi. C'est-à-dire que quittez là l'opposition ou bien permettez à l'alternation, comment dire, alternative. Qu'est-ce que je dois dire ici? Eh oui, alternation ou alternative? Mais à l'alternance plutôt. Merci. Permettez à l'alternance de nous faire voir autre chose. Voilà, métro là, vous pouvez commencer, quelqu'un d'autre va terminer. Merci beaucoup. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire dans le pays là, c'est dans les 12 chantiers, les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, quoi, je sais pas quoi là. Vous n'avez rien inventé. Vous êtes juste en train de continuer des choses que vous avez empêché les gens de faire à leur temps, à travers vos nombreux coups d'État et vos nombreuses, je ne sais quoi. Donc, du coup, quittez là aussi, métro, on a compris, oui, on va maintenant de Ouattara dessus, mais quittez là. C'est pas vous qui allez mettre le métro là, d'autres personnes aussi vont mettre. Excusez-moi pour mon ton, mais vraiment, je vais dire que vous conservez le pouvoir de la mauvaise des manières. De la très, très mauvaise des manières. C'est-à-dire que si vous étiez un pouvoir qui est venu s'asseoir là, sans aide, si on ne vous avait pas aidé pour que vous veniez vous asseoir à ce pouvoir-là, ce pouvoir tontine là, moi, j'allais permettre que vous parlez comme vous êtes en train de parler là. Mais tout le monde a mis sa main dans dans votre affaire là pour que vous soyez où vous soyez. Parce qu'on cherchait une solution à un désordre social. Et vous venez faire pire que ce pourquoi vous êtes en train de vous plaindre. Mais on est dans quoi? On est dans quoi avec vous? Il y a quoi? Il y a quoi? Vous conservez le pouvoir de la mauvaise des manières. C'est pas comme ça qu'on conserve un pouvoir. Vous pouvez partir et puis revenir avec d'autres têtes. Quittez-la. Vous nous emmerdez. Vous faites qu'on parle plus normalement. On ne réfléchit plus normalement. On n'utilise plus notre bonne foi. On n'est plus normal. On est abruti. Il y a quoi? C'est quoi ça là? C'est quoi? Eh ouais, je vais m'arrêter là. Et puis, je voulais rapidement dire, j'ai oublié d'intervenir sur le truc là. Le truc, Insan avait parlé de 120 ou bien de combien de gendarmes qui étaient, je sais pas quoi là. Je crois que c'est au nombre de 120. Je crois que voilà, c'est 120. Voilà. Je pense que la gendarmerie sévit beaucoup les radiations ou bien je ne sais quoi, la façon dont on les malmène là, ce corps armé là. Je pense que, parce que c'est l'un des corps les plus intellectuels de tous les corps armés en Côte d'Ivoire. Eux, au moins, ils ont BPC, ils ont BAC. Donc, du coup, c'est des gens qui ont un peu la tête sur les épaules. Donc, du coup, c'est-à-dire, même si on veut les manipuler, ils sont pas vraiment manipulables. Donc, vraiment, je pense qu'ils sont en train de subir quelque chose au cas où il y aurait des consciences là-bas qui pourraient être en éveil pour aider à la révolution ivoirienne. Je pense que c'est pourquoi ils sont en train de faire ce nettoyage-là. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire concernant cette histoire des gendarmeries. En tout cas, force à nous tous. Et puis, bon, voilà. Vraiment, longue vie à tout le monde. Et puis, que Dieu, je sais même pas comment terminer. Parce que ces gens-là, je sais plus. Merci, Ewo. Merci, Charlène, merci. Alors, moi, j'ai envie de dire que c'est quand même grave. Hein. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où tu décides d'aller être gendarme, mais tu ne sais pas que quand tu vas être gendarme, il y a des substances illicites auxquelles tu ne dois pas toucher. Donc, ta hiérarchie, c'est-à-dire que même ceux qui sont là, je ne sais pas le travail de pédagogie qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vous enseignent, qu'est-ce qu'ils vous disent pour que vous soyez testé positif à la drogue au moment où vous allez postuler pour devenir gendarme. Cette facilité avec laquelle aussi les drogues dures comme ça circulent dans Abidjan, c'est un peu compliqué. Moi, je me souviens qu'à l'époque, on parlait pas de drogue comme ça. C'était un sujet tabou, c'était compliqué. Et les personnes qui vendaient la drogue comme ça, je veux pas donner le nom d'une population. Je pointe pas du doigt une certaine communauté, mais c'est pour dire que ce sont des trucs auxquels les Ivoiriens ne touchaient pas. C'était une autre communauté, je vais pas donner le nom pour ne pas qu'on dise que je fais de la xénophobie, mais c'était une autre communauté qui avait accès à ça. C'était eux qui vendaient. Les Ivoiriens ne regardaient pas, ils touchaient pas. Mais aujourd'hui, tu prends l'Ivoirien lambda, peu importe, des fois c'est même quelqu'un que tu connais à côté de toi, on te dit, lui là, ils vend la cocaïne, celle-là, elle prend de la cocaïne, lui, la cocaïne, celle-là, elle prend de la cocaïne, lui, la cocaïne, celle-là, elle prend de la cocaïne, lui, là. C'est-à-dire que ça a été vulgarisé à un point, mais franchement, c'est grave pour les enfants qu'on a, pour les petits frères qu'on a, pour la jeune génération qu'on a. Je pense que on pourrait
éduquer la population autrement plutôt que de leur donner des drogues comme ça à consommer. C'est vraiment grave. Et surtout dans le milieu de la gendarmerie, franchement, je trouve que c'est grave. Alors, grand frère Zara, je vais te donner un autre tour de parole pour que tu t'exprimes sur les incidents qui se sont passés à Koumassi ou sur ce qui s'est passé aussi à Torogoué sur les gendarmes. Hein. Tu pourras prendre le sujet qui t'intéresse et puis développer. Tu es là, Zara? Je suis là. Okay. Donc, par rapport à ce qui s'est passé à Koumassi, ben, ça ne m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas. Et quand mon frère Diaz Piment, il minimise la situation, il essaie de comparer ça à ce qui se passe aux États-Unis, à ce qui se passe dans des grandes capitales du monde. Et je pense que ce n'est pas sérieux de le faire. C'est pas sérieux. Le RHDP est en train de créer une psychose, créer une situation, en fait, créer même un prétexte pour ne pas permettre aux gens d'exercer leur liberté d'expression. C'est-à-dire que à travers ça, ils vont peut-être limiter la circulation des gens, ils vont mettre un couvre-feu, ils vont créer une situation d'état d'urgence, un truc comme ça, pour ne pas que les gens puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, ils sont en train de créer une situation qui va justifier la mise en place d'un état policier. C'est tout. Sinon, il n'y a pas d'autres explications. On sait très bien que Koumassi, c'est la commune qui est dirigée par Cissé Bakongo, qui est donc un haut cadre du RHDP. Je crois qu'il est même le secrétaire, je crois, bon, je ne sais pas à quel poste il occupe là, mais en tout cas, lorsqu'il y a des gens qui doivent parler, c'est lui qui parle au nom du RHDP. Il doit être porte-parole du RHDP, je ne sais plus. Une personne comme ça, qui a été reconnue par une candidate à la, je crois c'était à la mairie de Marcory, de Koumassi, qui disait que il était le père des microbes. Donc, père des microbes, et qui sont ceux qui peuvent casser ce qui s'est passé là? Ce sont des microbes, ce sont des gens sans foi ni loi qui peuvent le faire. Donc, on va poser la question à Bakongo de nous dire, mais pourquoi les gens ont cassé? Il doit savoir beaucoup de choses sur les motivations de ceux qui ont cassé. Mais enfin, moi je pense, je peux me tromper, mais je pense que c'est la stratégie du RHDP, et comme Bakongo, c'est le spécialiste en voyousie, donc c'est lui qui a mis, il a mis dans les rues ces éléments pour faire ça. Mais dans quel but? Mais dans le but de pouvoir créer une psychose. Voilà. Et puis ils vont profiter de ça pour pouvoir mettre un état policier en marche. Donc, voilà, c'est ce que je comprends. Maintenant, pour ce qui s'est passé à Torogoué, et puis je crois un peu aussi à Abidjan, à l'école de gendarmerie, bah, c'est bien dommage, on n'a pas toutes les informations, on ne sait pas si véritablement la question de la drogue est un prétexte, parce que ça peut être un prétexte, ça peut être un alibi pour pouvoir mettre certaines personnes dehors, on ne sait pas, mais si c'est fondé, ben, c'est grave, c'est-à-dire que la gendarmerie, qui est donc un corps d'élite, qui est chargé donc d'assurer la sécurité des gens, c'est cette gendarmerie-là même là qui est détentrice, enfin, ce sont des éléments de la gendarmerie qui sont consommateurs de la drogue. Ça craint quoi, ça craint pour le pays. Ça pose la véritable question de l'éducation civique des Ivoiriens. Comment quelqu'un qui va donc défendre la Côte d'Ivoire, le drapeau de la Côte d'Ivoire dans la gendarmerie, peut ne pas mesurer la gravité de ce qu'il fait. En tout cas, pour ça, si c'est vrai que on les a testés positifs à la drogue, je pense qu'il y a lieu de féliciter le gouvernement ivoirien pour cet acte-là. Et puis les mettre... Pardon, Zara, pardon. Vas-y. Voilà, donc il est lieu de féliciter le gouvernement ivoirien, les mettre hors de ce corps d'élite-là, et puis voilà, faire ce qu'il y a lieu de faire, quoi. Donc c'est ce que je voulais dire. Alors, maintenant je vais chuter par un point. Il y a Diaz qui a parlé de développement. Bon, je crois qu'on n'a pas la même approche du développement. Il a parlé de paix. Je pense qu'on n'a pas la même compréhension de la paix. Parce que la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. C'est pas parce qu'il n'y a pas de guerre qu'on est en paix. C'est pas parce qu'il n'y a pas de paix. C'est pas parce qu'il n'y a pas la paix. C'est pas parce qu'il y a absence de coup d'État ou
tentatives de coup d'État qu'on est en paix. Non, la paix, c'est un état intérieur de ce que donc les Grecs ont appelé d'aponia et d'ataraxie. C'est-à-dire que tu as la tranquillité de l'âme. Tu as la tranquillité de l'âme dans ce que tu es en tant que quelqu'un qui est en sécurité, mais dans ce que tu es par 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 rapport mais dans ce que tu es mais dans ce que tu es tu n'es pas tranquille. Quand tu es anxieux, mais quand tu vas même au-delà de l'anxiété, tu es angoissé. Alors, l'angoisse, c'est quoi? C'est la peur de, on ne sait quoi. Tu ne sais pas de quoi tu as peur, mais tu as peur. Tu as peur de ton avenir. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas si tes enfants vont avoir du travail lorsqu'ils vont finir leurs études. Tu ne sais pas si la maison dans laquelle tu es, ils vont pas la casser demain. Tu ne sais pas si la portion de terre que tu as quelque part, quelqu'un va pas venir te dire demain qu'il a un ACD sur cette portion de terre là, que désormais tu n'es plus propriétaire, donc ils vont t'exproprier. Tu ne sais pas. Tu es dans le doute. Tu vis, tu as une quotidienneté précaire, une quotidienneté, qui te pose beaucoup d'interrogations. Tu ne sais pas où tu vas. C'est ça. Ça aussi, c'est ne pas être en paix. C'est ne pas être en paix parce que tu es toujours dans le trouble. You are in trouble. Tu sais pas où tu vas. Tu sais pas qu'est-ce que tes enfants vont devenir. Tu ne peux pas parler de paix en ce moment-là. Le développement également, c'est la même chose. On ne peut pas faire un développement. Ça veut dire que quelqu'un a construit un pont, il a mis quelques routes quelque part. On dit qu'il a développé, il est un agent de développement. Mais est-ce que vous vous êtes posé une fois la question de savoir le rapport entre l'argent qui a été pris pour, pour faire ce développement-là et le développement qui a été fait? Est-ce que l'argent correspond à ce qui a été fait? L'argent qui a été pris, parce que n'oublions pas, cet argent-là, c'est une dette et cette dette-là, il faut la rembourser. Alors, est-ce qu'on peut, un tant soit peu, interroger la dette ivoirienne? Est-ce qu'on peut l'interroger pour mieux comprendre si ce qui a été fait là, ça correspond à la dette qu'on a prise? C'est ça qu'on appelle le développement. Il faut que le développement, l'argent qu'on prend pour s'endetter là, ça corresponde à ce que, à la réalité de ce qui est là. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est pas ça. Et puis, un développement, c'est quoi? Est-ce que le développement, ce qui a été fait là, il est programmé, il est organisé, il correspond aux attentes des Ivoiriens? Est-ce que les Ivoiriens ont véritablement besoin d'un 5e port à Abidjan par rapport à une décentralisation qui aurait permis à décongestionner Abidjan? Est-ce que la véritable problématique de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le décongestionnement d'Abidjan, la création d'autres endroits, d'autres pôles de développement économique, culturel, social dans d'autres villes comme San Pedro, comme Boaké, comme Mans? Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que le développement, c'est de faire Abidjan une ville qui fait 10 millions d'habitants alors que la capacité d'accueil d'Abidjan est largement en deçà? Est-ce que le développement, c'est vouloir faire de la ville d'Abidjan une ville réservée exclusivement pour les riches, de sorte que ceux qui n'ont pas l'argent, ceux qui ne sont pas suffisamment riches, qui n'ont pas un certain niveau de vie, puissent sortir d'Abidjan? Il faut qu'on questionne la question du développement. Il faut qu'on s'asseye et puis on discute. Moi, je suis un partisan de la philosophie de Socrate, donc la philosophie qui consiste à se poser des questions, à faire des dialogues, mais faire des dialogues sur les mots, comprendre est-ce que ce mot-là, on a le même sens que ce mot avant de faire une discussion. C'est quoi le développement pour le RHDP? Et puis c'est quoi le développement pour nous? Il faut qu'on soit d'accord sur la définition du mot développement afin de pouvoir mener un débat là-dessus. Parce que ce que vous appelez développement là, nous n'appelons pas ça développement. Pour nous, c'est du gaspillage. Les gens, ils font du gaspillage, ils font du vernissage, ils mettent du vernis sur des choses pour donner l'impression alors que l'intérieur est pourri. Voilà.
Les Ivoiriens, les Ivoiriens veulent manger. Les Ivoiriens veulent une sécurité, une bonne sécurité. Les Ivoiriens veulent une bonne école. Est-ce que l'école ivoirienne est une école qui donne envie aujourd'hui? Non. Est-ce que la santé en Côte d'Ivoire est assurée? On ne peut pas parler de développement sans parler de santé. Est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on peut parler de santé, on peut parler de système sanitaire qui répond, n'est-ce pas, aux exigences internationales? Est-ce qu'on peut parler de ça? Je dis non. Sinon, pourquoi pour une sciatique? Pourquoi pour un cancer de la prostate? Le président Alassane Ouattara, il fait des voyages en Occident. Il peut faire ça. Si il a mis en Côte d'Ivoire tous les moyens de développement au niveau de la médecine, pourquoi ne pas en Côte d'Ivoire si le pays est développé? Ou bien ce développement-là, c'est pour vous? Ce développement-là, c'est un développement où quand tu es malade, tu as peur. C'est-à-dire que ta famille a peur. Parce que c'est comme si ils sont en train de t'envoyer à Golgotha. C'est ce que vous appelez développement? Non. Il faut qu'on revoie la question du développement. Les ponts, on va interroger les ponts aussi. On va interroger le financement de ces ponts-là parce qu'il y a beaucoup de ponts qui ont été donc bâtis par des prêts. Voilà, c'est des prêts. C'est-à-dire que les prêts là même ne font même pas partie des 40 000 milliards là. Ça fait même pas partie de ça. C'est-à-dire que ce sont des bails amphithéotiques qui ont été faits sur ces ponts-là. Donc, c'est quelqu'un qui vient, qui investit son argent, et puis il met des péages, il va rembourser son argent plus les intérêts, et c'est en ce moment-là que ce pont-là va appartenir à la Côte d'Ivoire. Autrement dit, il y a des ponts que vous voyez présentement en Côte d'Ivoire qui n'appartiennent pas à la Côte d'Ivoire pour le moment. Donc, vraiment, expliquez-nous ce que vous appelez développement. Parce que vous fatiguez les oreilles des Ivoiriens avec, oui, Alassane Ouattara, c'est un agent de développement, c'est un agent de développement. Est-ce que le développement, ça signifie les nombreux détournements d'argent qu'on a constatés dans les directions, dans certaines directions je veux dire, des établissements publics nationaux? Est-ce que c'est ce que vous appelez développement? Est-ce que le développement, ça consiste à privilégier un clan par rapport à la nation? Est-ce que le développement, c'est la négation de la mise en place d'un État, d'une nation? Est-ce que c'est ce que vous appelez le développement? Moi, je me pose beaucoup de questions. Et je suis vraiment curieux que M. Diaz, qui est ici le représentant du RHDP, nous donne des explications sur la notion du développement et comment le pays a été développé par rapport à ce qu'il devait être. Il nous dit qu'il n'y a pas de bus au Mali. Et que par rapport à ça, donc, la Côte d'Ivoire est plus développée que le Mali. Mais laissons le temps au Mali. Laissons le temps à ces pays de l'AES là qui ont été donc sous l'emprise d'une certaine gestion et aujourd'hui qui s'en sont débarrassés et laissons-leur le temps et puis on verra ce que ça va donner. Mais n'oublie pas surtout que parlant du Mali et faisant la comparaison entre le Mali et la Côte d'Ivoire, n'oublie pas d'interroger l'histoire de la colonisation puis l'histoire de la décolonisation, comment les choses se sont passées et pourquoi nous nous trouvons aujourd'hui dans cet état-là et puis le Mali se trouve dans cet autre état-là. Mais ça tombe bien, Sarah. Pardon. Voilà. Donc, mais en même temps, avant, Diaz, il a une motion pour toi. Donc, je pense qu'il voudra t'expliquer ou voilà. Une motion. Je sais pas si tu veux dire, mais il a une motion. Je vais laisser Diaz poser sa notion. Puis, merci. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Encore une fois, le premier président de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, il a dit la route précède le développement. Il a dit la route précède le développement. Ce dans quoi vous êtes au Canada, en France aujourd'hui, dans les années 1910, la France n'avait pas ces mêmes assurances-là. Là, le système de santé n'était pas aussi performant en France dans les années 1910. Ils ont pris la peine quand même de se performer en investissant massivement dans le système. Entre la France et la Côte d'Ivoire, il y a plus d'un siècle d'écart. Il y a un siècle, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays, on veut dire les pays pauvres. On n'est même pas encore émergent. Et je n'ai pas encore dit que le fait que la Côte d'Ivoire a des bus, on est plus développé que le Mali. Je dis et je répète, le Mali n'a pas de bus. Pourtant, en ce moment au Mali, ils sont dans une révolution, ils n'ont pas de bus. Et acheter des bus, c'est aussi une manière pour un pays qui a la capacité de construire des routes, tu achètes des bus pour permettre à sa population de se déplacer. Ça aussi, il faut mettre de côté. Mais pour moi, selon moi, le développement pour moi, c'est le fait de construire des infrastructures, le fait de construire des routes, d'envoyer un système de transport émergent comme le métro. Quand on parle du métro,
c'est un système de transport intelligent et émergent. Le BRT, ce sont les systèmes de transport connectés à l'électricité. Ça concourt également au développement. Le développement, c'est de construire plusieurs salles de classe, apporter ce qu'on appelle rapprocher la population à la santé. C'est ça le développement. En 15 ans, le président Alassane Ouattara ne peut pas transformer la Côte d'Ivoire comme New York. Ce n'est pas possible. En 15 ans, ce n'est pas possible. La Côte d'Ivoire a connu une guerre meurtrière qui a fait 3000 morts, un pays brisé, un pays broyé. Et le président Alassane Ouattara a réussi quand même à faire ce qu'on appelle un pari élevé. Il a surmonté ce pari et il a pu au moins relever ce défi-là. Mais pour finir, parce que c'est juste une motion, pour finir, il a parlé de la paix. Il a dit la paix, c'est le fait de se sentir intérieurement bien, de ne pas être inquiet. Mais les institutions notent tout ce qui est comme système de paix. Les institutions internationales d'un pays, ils notent. Ce sont des institutions qui notent. Nous ne sommes pas dans la religion. Ils prennent la peine de voir dans ton pays si est-ce qu'on peut circuler, si on arrive au moins à manger, si on arrive à entreprendre. C'est en fonction de ça qu'ils te notent si ton pays est en conflit, en guerre ou en paix. La Côte d'Ivoire se situe parmi les pays qui sont en paix. Si vous cherchez des pays où beaucoup de choses ne vont pas au mieux et que vous estimez que ces pays ne sont pas en paix, mais c'est que prenez l'exemple sur le Cameroun. Prenez l'exemple sur plusieurs pays en Afrique comme l'Ouganda. Il y a des difficultés dans tous ces pays en Afrique. Mais des gens considèrent ces pays comme des pays de paix. En Côte d'Ivoire, nous sommes en paix. La preuve, votre représentant est allé à la télé. Il est allé faire au moins une conférence à la télé. C'est parce qu'il y a la paix qu'il a pu circuler avec son véhicule pour aller à la télé. Si on était dans un pays de guerre, on n'allait même pas pouvoir se balader dans Abidjan, même à l'intérieur du pays. Et quand vous parlez de décentralisation... Une motion, il ne faut pas trop être long. Tu peux chuter, s'il te plaît. D'accord, c'est trop de paroles. C'est trop, là. D'accord, ok, merci. Je chute. Ok, merci. Alors, moi, ça me fait doucement rigoler quand j'entends les gens du RDR dire que 15 ans, c'est trop peu. C'est juste 15 ans pour justifier l'incompétence d'Alassane Ouattara, parce que dans son programme, au début, quand il a dit « Donnez-moi juste 5 ans », il était bien conscient qu'on était dans une guerre, qu'on sortirait d'une guerre. Il a dit « Donnez-moi juste 5 ans ». On lui a donné 15 ans. Et pour justifier son incompétence, à chaque fois, tous les gens du RDR disent que on ne peut pas tout faire en 15 ans. Faut savoir, hein. Vous dites vous avez construit des ponts, vous dites que vous avez travaillé. Il y a un officiel du RDR qui dit que Alassane Dramane Ouattara a fait mieux que Oufoué en 15 ans. Donc vous pouvez pas dire qu'en 15 ans on ne peut rien faire. Alors, on va donner la parole à Fantôme. Fantôme. Oui. Attends, bonsoir. Bonsoir. Ah là là. Bon, il y a un petit truc que je vais corriger vite fait. Le métro là, c'est pas nécessairement une forme de transport intelligent. Hein. C'est pas dans tous les cas. Il faut bien revoir la notion de transport intelligent. Ça prend en compte tout ce qui est système d'information avec des enjeux de pilotage automatique, de gestion autonome, n'est-ce pas, des transports. Donc c'est pas parce que on a genre on va dire qu'on a un métro qui est un mode de transport je veux dire qu'il y a une certaine efficacité parce que c'est en rail, souvent en souterrain et tout ça, que c'est forcément intelligent. Intelligent, ça renvoie à une autre notion qui n'a rien à voir avec le seul aspect du métro. Voilà. C'était ma précision. Bon, moi, quand on est dans un débat, il y avait un sujet qui était présenté et tout à l'heure, il y a un sang qui avait bien fait de rappeler à notre brillante invité que il y avait des problématiques qui étaient posées et on a l'impression que excusez-moi, c'est pas pour être ironique, mais il y a des gens qui ont des feuilles de route et qui ont besoin comme ça de les répéter à chaque fois, comme si ce martelage là allait suffire à lui-même, quoi. Voilà. Non, mais à un moment donné, s'il y a des problématiques, parce que la Côte d'Ivoire, tous les jours qui passent, les problématiques sont nouvelles. Là, on vient de nous parler des accords de pêche. C'est une nouvelle problématique. Si on veut en parler, on va pas venir nous dire, ouais, mais oui, c'est vrai qu'il y a ça, mais on a construit des ponts, on a construit des routes. Si on nous parle de Gafi, il a dit tout à l'heure,
ou de l'Union européenne qui nous met sur une histoire. Oui, il y a ça, mais nous, il y a des routes, il y a des ponts. Bon, à un moment donné, ça devient fatigant. C'est-à-dire, ou bien on s'arrête de vivre et puis on s'en va tous contempler les routes et les ponts, ou bien chaque jour, quand on est face à une problématique, on la traite. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'importe dans ce débat-là, parce que je vous ai pris en cours depuis longtemps, c'est sur les médias. Alors, je vais commencer la première chose pour restituer une chose. Tout à l'heure, quelqu'un a tenté de nous faire croire que Lago, parce qu'il a été irrité, parce qu'on lui a demandé de se présenter. Non. Si vous suivez bien le débat, à l'entame des discussions, il se présente. Donc, on fait des civilités entre personnes sur le plateau. Et puis, il y a un premier sujet d'entrée. C'est un peu comme un sujet d'introduction et tout. Et là, ils ont parlé de la sortie de Bakongo. C'est pour ça que moi, je trouve les postures des gens comme les Élysée, là, mais profondément malhonnêtes. C'est des gens qui se présentent sur le plateau comme des objecteurs de conscience. C'est eux qui sont le réceptacle de la bien-pensance, ils pensent bien, ils ont la morale pour eux, etc. Mais précédemment, quand on les a questionnés sur les propos de Bakongo en réponse à Laurent Gbagbo, mais ils ont tous été dans une logique de dire que c'est le jeu politique et que c'était une réponse qui était dans la droite logique de la sortie, de la prise de parole du président Gbagbo. Et c'est après ça que Christelle, maintenant, demande à Lago de se prononcer sur le discours du président Gbagbo et surtout sur les commentaires qu'il venait d'entendre sur le plateau. Et comme il sait qu'en venant là, il vient en terre hostile, parce que c'est toujours comme ça, venir sur Live TV pour un membre du PPACI, c'est venir en terre hostile. Comme il sait parce que, rappelez-vous, ici en France, Jean-Luc Mélenchon, lui, il a décrété qu'il n'irait jamais sur CNews. C'est les autres lieutenants, eux, ils y vont. Mais lui, il estime que c'est un média d'opinion. Et ce que les gens font sur Live TV, c'est que de l'opinion, c'est pas du journalisme. Ils viennent pour émettre leurs opinions, à minima. Et puis ensuite, c'est un peu comme des communicants. Il y a une grosse différence entre communication et journalisme. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, les gens, ils font cette confusion-là. On peut être un communicant, avoir été journaliste et travailler en tant que communicant pour une organisation. Et puis, on peut être purement journaliste. C'est pas le même niveau. La communication, elle s'inspire des sciences humaines comme le journalisme. Mais le journalisme, c'est un métier d'engagement. D'engagement, premièrement, vers l'information. Pourquoi? Parce que l'information, c'est une denrée. L'information est considérée comme une denrée, comme une nourriture par laquelle les peuples, les populations vont acquérir le statut de citoyen. C'est-à-dire que si on n'a pas une presse forte, une presse profondément donc au service des populations, on n'a pas de citoyens formés. Or, c'est un citoyen qui est formé, qui arrive par exemple à revendiquer ses droits et à contrôler l'action du gouvernement. Voilà pourquoi le journalisme est un métier important. C'est le quatrième pouvoir, comme on dit. Or, nous, nos journalistes, là, qu'est-ce qu'ils font? L'information dont ils disposent la plupart du temps, et si vous suivez beaucoup Élysée Bolugbe, c'est des informations qui viennent tout droit des institutions étatiques. C'est-à-dire que pour eux, l'État peut jamais mentir. L'État ne peut jamais être en dehors des codes. Pour eux, tout communiqué, tout rapport qui vient du gouvernement est à prendre justement pour agent comptant. Donc, ils ne fouillent pas. Ce qu'ils viennent, c'est de répéter la parole donc gouvernementale. Donc, c'est pas du journalisme. Donc, quand Lago, lui, vient, d'un premier temps, qu'est-ce qu'il regarde? Il voit que eux tous ont presque bon, enfin, ils n'ont pas trouvé quelque chose, ils n'ont rien trouvé à redire sur les propos de Bakongo. On lui demande, il dit, bah, écoutez, moi, je suis venu pour débattre d'un sujet que vous m'avez présenté, donc allons-y dans ce débat, parce que ça sert à rien de commenter les opinions toutes faites des gens, parce qu'il connaît leurs opinions, il va pas débattre de ça avec eux. Et donc, ça l'a présenté déjà comme si il avait un grief. Et c'est dans la foulée de cela que la dame lui dit de se présenter. Donc, il n'a pas trouvé ça nécessaire, mais comme elle a insisté, il l'a fait. Rappelez-vous que au sorti du débat avec Kokora, c'est lui-même qui est allé sur sa page pour détailler son cursus. Donc, il n'a pas de problème avec le fait de détailler son cursus pour expliquer en quoi lui, il est fondé, n'est-ce pas, à tenir un propos sur l'espace public
et en quoi est-ce que, quand il parle de politique, il a la maîtrise de ce qu'il fait. Exactement. Et donc, quand il le dit, il place son CV en comparaison avec le CV d'un certain Kokora qui, en termes donc de connaissances en règle générale, mais aussi de probité, puisqu'on l'avait attaqué sur sa probité, ne peut pas se placer au contact de lui, puisque dans sa présentation qu'il avait fait sur sa page, il a fini par dire « Je suis un spin doctor ». Un spin doctor, littéralement, ça veut dire un retourneur d'opinion. C'est-à-dire, tu es engagé par un homme politique pour retourner l'opinion publique en faveur de cet homme politique-là. C'est ça un spin doctor. Et donc, il tire pas cette qualité de spin doctor-là du néant. Il tire cette qualité-là du fait qu'il a été formé pour, et son background de littéraire et de communicant politique l'installe dans la légitimité de ça. Il n'avait pas à le répéter, mais le débat ayant mal démarré, bon, il n'a pas trouvé nécessaire, mais quand ils ont insisté, il a dit. Et puis, il est passé à autre chose. Il faut aussi noter une chose. Moi, je l'avais déjà dit. La fois où, comment il s'appelle, Damana Picasse était parti sur leur plateau. Si vous regardez bien Live TV, c'est des catégories qu'ils font. Quand ils reçoivent le PPACI, ils sont dans une logique, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle en sociologie, d'axiologiser. Axiologiser, c'est-à-dire regarder un sujet avec d'un point de vue moral. C'est-à-dire, ils regardent, c'est bien, c'est pas bien. Ils sont sur des notions de bien et de mal, de bon ou de mauvais. Donc, quand ils reçoivent le PPACI, pour eux, bah, c'est des gens qui ont créé le désordre dans le pays, c'est des gens qui sont violents, c'est des gens qui sont... Donc, tout ce qu'ils vont poser comme question, ils vont faire peser tous les maux du pays sur ce parti-là, en les accusant presque d'être ce par qui toutes les déflagrations du pays ont commencé, et ils les accusent même d'avoir un discours qui est un discours qui entraîne la société dans une certaine forme de violence. Donc, quand les gens du PPACI arrivent là-bas, ils sont confrontés à cette difficulté-là. Et ils sont en quasi-hostilité quand ils y vont. Et ce problème-là, il est palpable, on le voit. Par exemple, la dernière fois avec Damana Picasse, vous avez la dame là, qu'elle s'appelle Pascal ou quoi, qui est presque allée à demander à Damana Picasse de s'excuser. Et lui, il explique comment ça fonctionne au niveau, il a expliqué son geste. Mais elle était presque en train de lui demander de s'excuser. Mais en vertu de quoi? Et puis, c'est pas ça le rôle d'un journaliste. C'est pas ça. Le journaliste, il n'est pas, c'est pas une question de morale sur un plateau de télé. C'est une question de faits, d'événements qu'on questionne à l'aune donc de, comment on va dire ça, des principes, etc., etc. Donc, en fait, pour dire quoi? Et puis, la dernière chose qu'il faut dire, par rapport à la qualité des journalistes qu'on a chez nous, et ça, on l'avait relevé tout à l'heure, c'est que dans les années au sorti des indépendances, on avait des Ivoiriens qui étaient très formés. Tout ce que vous prenez, on a cité ici Mamadou Ben Soumaro, mais que ce soit dans l'économie, dans la finance, à tous les niveaux, même on a parlé ici de Roger Fulgence-Kassi. C'était des gens des gens très bien formés. Et donc on avait une société, n'est-ce pas, qui avait une certaine coloration. C'est pas le cas aujourd'hui. Moi qui vous parle, quand j'ai tutoyé le journalisme en Côte d'Ivoire, c'était où? Il y avait un monsieur qui avait créé son organisation. C'est-à-dire que les gens, en dehors de l'ISTC, il y avait un monsieur qui avait créé son organisation en partenariat avec une institution internationale, et des jeunes qui venaient de partout, qui n'avaient pas fait de journalisme, qui venaient par exemple d'un BTS ou de je sais quoi. Ils venaient, ils faisaient 6 mois là, 3 mois de pratique et 3 mois de cours théoriques. Et puis, ils devenaient journalistes. Ils avaient la carte de journalisme. Mais quand on veut faire du journalisme tel que on veut se placer dans la position, par exemple, de Léa Salamé ou des Duhamel ou de je ne sais qui ici, mais il faut être cultivé. Il faut être très cultivé. C'est une culture importante qu'il faut avoir. Regardez la séquence qu'on a eue entre Assalé Timoko et le directeur de la construction au ministère de la construction. C'était un échange entre quelqu'un qui connaissait, qui maîtrisait son sujet, et puis un monsieur qui paraissait être, qui est formé pour son métier. Mais quand Assalé s'est installé au même niveau que lui, on a vu la qualité des échanges. On a vu que le monsieur, il voulait prendre Assalé de haut, mais il a compris que le journaliste qui était en face de lui n'était pas un plaisantin, un rigolo. Mais qu'est-ce qu'on voit en général?
même quand les gens vont en conseil de ministres, les questions qu'ils posent, limite, c'est comme s'ils allaient s'abaisser, s'effacer devant l'autorité qui est face à eux. Alors qu'en réalité, le journaliste n'a pas à faire ça. Pourquoi il n'a pas à faire ça? C'est parce que le journaliste, normalement, il doit être placé au même niveau, en tout cas intellectuellement, par rapport à la personne qui questionne. Mais quelle est la nature de ce qu'on voit aujourd'hui là? Est-ce qu'on peut citer le CV de tous ceux qui sont installés sur les médias? Je ne dis pas eux tous, mais en train de se prétendre journalistes. Non, pas forcément. Donc, je vais te donner une minute pour chuter, pour pas être trop long. Oui, Après, oui, tu donc, pourras prendre un autre. Je vais m'arrêter là. Donc, aujourd'hui, pour dire que c'est bien, voilà, pour finir dessus, c'est très bien que les gens du PPACI aillent dans ces débats. Parce que les débats qui sont faits là, ils ne sont pas faits par rapport à ceux qu'on rencontre sur les plateaux. C'est pas pour eux. Eux, ils sont pas importants. C'est pour l'opinion. Parce qu'il y a des discours qui circulent dans l'opinion, dans la vie de tous les jours. Et c'est ces discours-là qui construisent les certitudes des populations. Si vous n'êtes pas à l'endroit où ces discours-là se tiennent pour les casser, vous allez les laisser se répandre et les populations vont se détourner de votre idéologie. Voilà pourquoi il est vital, mais il est important, mais pour faire ça, il faut que les personnes qui y aillent, comme ceux qui y vont justement, soient des gens outillés, formés et qui ont de la répartie pour répondre aux coups qui sont portés à leur parti. C'est tout. Merci beaucoup, Fantôme. C'est une très belle intervention. Merci beaucoup, frère. Merci. Il y a Juan qui est là, il y a Django aussi qui est là. Mais avant de donner la parole à Juan, est-ce que tu es là? On peut t'arracher quelques mots sur ce que Fantôme vient de dire, vu que tu es l'hôte du panel. On va faire comme si tu étais là. Allô, Unsan? Il n'est pas là. Ben, c'est pas grave. Donc, Juan, vas-y. Juan. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Tu connais la thématique du jour ou tu veux que je te rappelle? C'est l'entrevue qu'il y a eu hier sur Live TV avec voilà, c'est de ça qu'on est en train de parler. Donc tu peux t'arracher quelques mots par rapport à ça? Ok, mais au préalable, mes salutations d'abord au grand frère Zarathustra et après, avant de venir au débat, je voulais dire un Yako à Fantôme parce que son discours, c'est comme on a l'impression qu'il est en train de faire une conférence pour édifier les gens. Mais malheureusement, Fantôme, tu es en train de parler à 70% des analphabètes de Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce que le RDN nous a produit sur 15 ans. Donc, à t'entendre parler, franchement, on est content de t'entendre parler, à encore avoir des Ivoiriens qui ont encore les matières grises et qui savent apporter ce genre d'analyse-là. Mais malheureusement, ceux à qui tu parles, tu auras tout de suite des contradictions, vu ce que tu viens de dire, qui est limpide, lucide, et voilà. Donc, Yako à toi. Yako, parce que moi, je sais que j'ai compris ce que tu as dit de ton allocution. Mais Yako à ceux qui vont venir t'apporter une contradiction à ce que tu as dit, parce que tu as été factuel, tu as été précis et concis. Tu comprends? Franchement, Yako à toi, et continue. Comme on dit, la répétition est pédagogique. Peut-être qu'arrivé un moment, il faut, c'est-à-dire que les gens vont des lettres modernes. Il ne faudrait pas venir définir des mots tout en ne sachant pas la définition. Quand on dit métro, là, hein, c'est pas tram. Parce que le blanc là, qui a créé son mot, là, c'est bien défini. Voilà. Pour moi, selon ma définition, vu la géographie de la Côte d'Ivoire, là, il ne peut pas avoir métro là-bas. C'est pas possible. Parce que les saisons pluvieuses et les saisons sèches, là, c'est-à-dire qu'il y a un écart. Voilà. C'est pas pour tuer les gens, quoi. Vous allez créer vos soi-disant métro. Pour faire même, comment on appelle ça, à Bobo, vous avez fait, comment vous appelez ça, tunnel. Tunnel, là, on sait en quoi ça s'est transformé. Donc, pour moi, il ne peut pas avoir un métro en Côte d'Ivoire. Ou à travers du tram. Mais comme vous êtes mouton, votre nom vous sied. Donc, tout ce qu'il dit là, vous dites amen. Maintenant, pour revenir au sujet, je veux dire, hier, nous, on a fait un panel dessus. Voilà. On a fait un panel pour
dit non mécontentement, vu, comment on appelle ça, le comportement des partisans, il n'est pas dit le comportement des soi-disant journalistes. Moi, j'appelle ça des chroniqueurs. Voilà. Des gens qui ont pris sur le tas. Si aujourd'hui, Kokora est devenu porte-parole du RHDP, ils l'ont pêché où? C'est contre nous, il est venu débattre et ces mensonges-là. Voilà. Depuis 2 ans, 3 ans sur TikTok, là. C'est contre nous, il venait débattre. Aujourd'hui, ils l'ont pêché. Donc, c'est pareil pour les autres. Il faut comprendre. Ceux-là ne sont pas des journalistes. Voilà. Ça, il faut rectifier ça. Ce ne sont pas des journalistes. Les Daouda, les machins, tout ça, ce ne sont pas des journalistes. C'est des gens qui sont payés pour faire leur travail. Donc, eux, ils peuvent se donner le nom qu'ils peuvent se donner. Nous, on s'est plaint hier. Voilà. Nous qui communiquons de façon bénévole pour le PPACI, parce que je suis PPACI, on s'est plaint hier du fait que c'est comme si tu avais l'habitude de voir ton père aller dans un endroit et il s'est fait insulter à chaque fois et il insiste pour aller là-bas. Ton père va quelque part et à chaque fois qu'il revient à la maison, il te fait le même récit. Non, je suis allé, tel m'a parlé comme ça, tel m'a... Mais arrête d'aller là-bas, papa. Arrête d'aller là-bas. C'est simple. On a vu ici, Thiam se fait insulter par Daouda. Mais le PDCI est sorti. Ils ont dit qu'ils n'iront plus sur ces chaînes-là. Mais, à notre grande surprise, on a vu, comment on appelle ça, la AK a sorti, fait un communiqué. Et maintenant dit qu'il faut respecter les autorités publiques. Mais est-ce que ça a changé? C'est toujours pareil. Donc moi, je connais déjà la qualité, je connais déjà le personnage, je connais déjà l'invité, qui est Steve Biko. On sait qui il est. Allez-y, regardez depuis les chaînes ont été créées, depuis quand ils ont posé la question à un invité de donner son background. Je pense que c'est le journaliste même qui définit l'invité aux yeux des comment on appelle ça, des internautes ou des spectateurs. Mais hier, ça va déjà commencer. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà posé un préalable pour dire où tu es arrivé là. Il faut serrer ceinture. Mais comme le gars, il savait où il était, donc il a tiré un peu l'épingle de son jeu. Voilà, pour dire que je sais où je suis arrivé, mais peut-être que je suis venu pour démontrer aux yeux du monde qui vous êtes. Et ils sont tombés dans ce panneau-là. Mais moi, je pense qu'on est arrivé à un stade où j'ai mal pour mes frères ivoiriens. J'ai mal pour mon pays. Parce que l'arrivée de Draman à la tête de la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire en Côte d'Ivoire, en train de tuer l'amour, en train de tuer la bonne foi de l'Ivoirien. Quand vous prenez notre devise, qui est notre hymne national, surtout notre hymne national, quand tu pas de pays d'hospitalité, tu ne peux pas être hospitalier sans avoir une bonne foi. Tu ne peux pas accueillir quelqu'un sur ton sol sans être de bonne foi. Mais vous êtes en train de tuer la bonne foi des Ivoiriens. Au point où on casse maison des gens et puis il y a d'autres Ivoiriens qui applaudissent. Au cas où on voit des Ivoiriens dormir sur une tombe et ceux-là, on les catégorise. Non, c'est des Maliens, c'est des gens de CEDEAO. La bonne foi de l'Ivoirien est passée où? C'est la question que je me pose. Hormis nos beaux politiques, mais notre bonne foi, elle est passée où? Ce pays hospitalier qui a permis qu'aujourd'hui, ce pays qu'on appelait CEDEAO, cette foi-là, elle est passée où? Cette bonne foi, elle est passée où? Où on vient justifier tout et n'importe quoi. Ça fait mal. Ça fait mal. Là, aujourd'hui, je mets ma casquette de partisan d'un bon politique, mais je suis en train de parler en tant qu'Ivoirien. Quel est ce pays où on vient vendre, c'est-à-dire que les ressources de façon flagrante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on a des gens qui sont spécialisés à venir pêcher dans nos eaux, sachant bien que nous, Ivoiriens, on vit de la pêche. On est où? On va où? Quel est ce pays où nos identités, c'est-à-dire que nos passeports sont bradés et sont reconnus par des Syriens? Et on a des gens qui viennent accepter ça, qui viennent défendre ça. C'est ça la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes en train de parler ivoirien. Nous sommes en train de parler ivoirien. Nous sommes en train de parler patrie. Et je pense que partout dans le monde, chacun est en train de défendre sa position. C'est comme un poulailler. Quand il y a la pluie, chacun cherche une place pour dormir, pour s'abriter. Mais au stade où nous sommes en train de voir Ouattara en train de rendre des Ivoiriens monstres.
Ouattara est en train de transformer nos cœurs. Parce que cette haine qu'ils sont en train d'attiser, c'est-à-dire qu'ils viennent justifier l'injustifiable, ça crée de la haine vis-à-vis de certaines populations. La preuve, eux, ils ont pris des armes pour venir au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils sont musulmans, parce qu'ils disent qu'ils ne portent pas boubou. Arrivé à un certain moment, il faudrait qu'on parle ivoirien. Parce que, après Ouattara, la Côte d'Ivoire va exister. Et avant lui, la Côte d'Ivoire existait. Il faut que ça s'arrête. Et pour revenir au débat, vous voyez, les gens comme moi, sur le plateau là, il y a un démon qui n'est pas mieux. Mais vous n'avez pas l'habitude de bien le cerner. C'est ce Élysée là. Allez-y, regardez toutes ces interviews où il y a eu un opposant vis-à-vis de lui. C'est lui le monstre. C'est lui le diable même de leur groupe. Moi, je me souviens bien où ils ont reçu le vice-président du PPACI. Et le vice-président du PPACI lui ont posé la question. C'était sur la CEI. Et il a dit qu'ils n'ont pas de représentants là-bas. Le même Élysée est venu nous dire sur ce même plateau-là. C'est-à-dire que pendant que le vice-président, c'est-à-dire que le représentant du parti est en train de dire qu'ils n'ont pas de représentants là-bas, il dit, lui, il a appelé un ami à la CEI qui lui a confirmé qu'il y a un représentant du PPACI là-bas. De vous à moi. Ça répond à quoi? C'est-à-dire que moi, chez moi à la maison, je dis que je n'ai pas de télé, et toi tu dis, tu as appelé le voisin dit qu'il y a une télé chez moi. Et c'est à toi ta parole qu'on doit croire. Vous comprenez? Pour vous dire quoi? Pour vous dire, arrivé à un moment, regardez tous ceux qui sont en train de parler aujourd'hui, qui sont en train de salir l'image de la Côte d'Ivoire, qui sont en train de, je vais dire, qui sont en train de piétiner la Côte d'Ivoire. C'est le même comportement qu'ils ont eu quand ils ont pris les armes. C'est-à-dire que les nationalités, ils avaient mis ça en location. Au point où on a vu à Congo, ils ont baissé le drapeau de la Côte d'Ivoire pour planter le drapeau du Burkina. Et aujourd'hui, ils veulent qu'on parle, comme on appelle ça, patriote. Ils veulent qu'on parle patriotisme. Pourtant, eux, là, ils l'ont fait hier. Et à chaque fois, ils veulent se justifier du mauvais comportement ou de la mauvaise démarche des précédents gouverneurs de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est dangereux. Mais sur eux, on entend ce monsieur qui s'est fait appeler Diaz qui dit que la Côte d'Ivoire, comment on appelle ça, Ouattara a fait, d'abord, dans un premier temps, il dit une chose et le contraire en même temps, hein, que Ouattara a fait plus que les autres présidents qui sont passés. En même temps, il vient nous faire comprendre que Ouattara a juste eu 15 ans, donc à 15 ans, il ne peut pas faire tout. Bon, en ce moment-là, tu nous dis quoi? Tu nous dis qu'il a mieux fait que les autres. Pourtant, les autres, là, il y en a qui ont fait 30 ans, 37 ans. Il y a un autre qui a fait 8 mois, il y a un autre qui a fait 10 ans. Mais toi, tu viens d'abord insulter, d'accord? Tu viens, comme on appelle ça, dénigrer la gouvernance de quelqu'un qui a fait 10 ans. Mais toi, tu as fait 15 ans là. Toi, tu dis non, tu n'as pas eu assez de temps. Ils prennent les Ivoiriens pour des cons ou bien ils prennent les Ivoiriens pour qui? Des gens qui pensent à leur pancréas, des gens qui pensent à leur ventre, genre eux là, pour eux, la Côte d'Ivoire, c'est limite qu'à eux seuls. Moi, ce que j'ai à dire pour chuter, c'est que au stade où nous sommes arrivés, le mouvement trop c'est trop là. Ce n'est pas un mouvement parti politique, comme le président l'a dit, le président du PPACI. Voilà. C'est un mouvement qui parle ivoirien. Et au stade où nous sommes arrivés, nous devons parler ivoirien. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est en train d'attiser la haine. Et c'est ce que ces gens-là, ils cherchent. Que la Côte d'Ivoire se relève. Il n'est pas dit que la Côte d'Ivoire se rebelle. On dit non, que voilà, et ils vont se maintenir au pouvoir. Sinon, quand on dit la vie est chère, et tout ce que Steve Biko a dit sur le plateau là, mais il n'y a pas eu de contradiction. Les gens, ils ont juste voulu le pousser à bout. Mais vu que c'est son domaine, que c'est son métier, mais voilà, il est resté dans ses bottes. Sinon, en réalité, c'est ridicule de voir ceux-là se faire appeler, comment on appelle ça, journalistes. Sinon, pour moi, c'est comme nous, hein, on est sur les comment on appelle ça, les panels TikTok là. C'est le même travail que nous on fait sur panels TikTok où on ne paye pas là. La différence, c'est que eux là, ils sont payés par le gouvernement. Voilà. Merci. Merci, Kofi. Merci, Joe. Alors, les amis en bas, je vais vous demander de tapoter, s'il vous plaît. Tapoter. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.